souvent, quand on veut se remettre en forme, c'est qu'on fait pas de sport et on veut s'y mettre. Et le problème, c'est que tout de suite, on veut faire 1 heure d'effort. En fait, ça n'a ni queue ni tête. Donc, ce que je dirais aux gens, c'est par exemple, si vous vous mettez à la course à pied, faire 20 minutes, c'est super. Puis, la fois d'après, vous ferez peut-être plus. Chacun doit faire son truc par rapport à lui. Faut s'inspirer des autres, mais faut pas copier les autres. Salut Hugo. Bah, salut David, je suis content de te rencontrer en vrai enfin, puisque j'écoute tes podcasts depuis le tout premier épisode. Depuis le premier. Je les écoute pas tous, mais Incroyable. le premier, je l'ai écouté, puis après, ponctuellement, j'en écoute au moins un sur deux, je pense. Ouais, je crois que le premier c'était avec Rudy Koya. Exactement, parce que comme je connais assez bien Rudy depuis 2018, bah, dans la continuité du truc. Trop cool. Bah écoute, moi je suis aussi ravi de te recevoir sur Limitless parce que t'es un ultra trailer, mais t'as aussi ce côté un peu ingénieur et j'ai l'impression que t'as testé. J'aime bien, tu vois, cette exploration du potentiel humain, de tester plein de choses, d'expérimenter et puis de décortiquer un petit peu les avantages que ça a pu avoir sur ta performance, sur ta récupération, sur tes niveaux d'énergie, sur ta santé. Donc il y a plein de sujets qu'on va pouvoir évoquer et aborder. D'autant plus que là, t'arrives à la fin de ta préparation UTMB, que tu le fais chaque année, donc tu as pu tester plein de préparations différentes. Donc ça va être assez intéressant de voir ce que tu as pu mettre en œuvre et ce que tu en as tiré comme enseignement. Mais avant de démarrer, j'aime bien poser cette question à mes invités. Est-ce que tu as une petite routine matinale qui te permet de te sentir plein d'énergie pour exprimer ton plein potentiel au cours de la journée? Et je me suis préparé à cette question, comme j'écoute tes podcasts, j'aimerais te dire oui, mais un petit peu le problème, entre guillemets, dans ma vie, c'est que le week-end, j'anime des courses de trail. Donc très souvent, c'est un départ très tôt le matin, donc un réveil très très tôt le matin, et à ce moment-là, j'essaye de gratter vraiment toutes les minutes de sommeil que je peux gratter. Par contre, quand je suis chez moi la semaine et que je suis plus tranquille, effectivement, j'aime bien me réveiller doucement le matin. Donc j'ai pas d'horaire parce que du lundi au vendredi, je suis entrepreneur sur mon ordinateur. Euh, L'horaire varie, mais en général, c'est des mobilisations articulaires en buvant quelques gorgées d'un café de torréfacteur local. Et après, je prends le temps de déjeuner et ensuite la journée commence. Alors elle commence parfois avec un petit entraînement ou elle commence parfois sur l'ordinateur. Ça dépend de l'emploi du temps qui varie un petit peu d'une semaine à l'autre. Tu manges quoi pour le petit déjeuner? Très facile. Depuis 2020-2021, je mange à peu près 40 grammes de noix, noisettes, amandes, que j'arrive maintenant à trouver en France. Du roquefort. Bon là, pareil, c'est vraiment très français. Et Enfin, c'est vraiment très français, mais il y a quand même pas beaucoup de Français qui mangent du roquefort au petit déjeuner. il y a un public. Il y a un public. Il y a un public de passionnés quand même. Et 2 œufs. Et puis, La base. depuis 2 ans, par contre, j'ajoute un petit peu de glucides maintenant. Avant, je le faisais pas, mais j'ajoute quand même quelques grammes de flocons d'avoine, peut-être une petite quarantaine. Euh, un fruit, un carré de chocolat noir, et c'est parti. Ok, donc plutôt des protéines de qualité, des lipides, donc plutôt low carb en fait sur ton petit déj. Pourquoi? Ouais, ben c'est ça en fait. J'applique plutôt le précepte de la chrononutrition. Donc le matin, tu vas être protéines, lipides, et jusqu'au soir, tu vas entre guillemets augmenter la dose de glucides au fur et à mesure de la journée. Mais comme je fais quand même beaucoup de sport, c'est une moyenne entre 15 et 20 heures par semaine en moyenne sur l'année, ce qui doit donner 800 heures par an. Qu'en plus de ça, mon métier le week-end, c'est debout, c'est voilà, il y a une dépense d'énergie quand même quand tu brasses toute la journée. Du coup, je mets quand même un petit peu de glucides le matin, mais ça n'a rien à voir par rapport à l'assiette du soir qui va être, tu vois, je sais pas moi, 100 grammes de riz posé cru, mais maintenant j'ai un petit coup d'œil visuel qui me permet de jauger. Bon après 100 grammes de riz pesé cru le soir, c'est pas si énorme que ça. Tu prends Rudy dont on parlait précédemment, lui c'est 100 grammes de riz pesé cru au petit déjeuner, la même chose au déjeuner et la même chose au dîner. Ah mais tu l'as déjà vu, il me ressemble pas trop quand même. Ouais, non c'est vrai, c'est vrai. Il est plus grand et plus massif. Ok, mais ouais, je te rejoins sur cet aspect chrononutrition. Et puis, moi, je remarque le fait d'avoir des assiettes plutôt low carb le matin, enfin, le matin, je petit déjeune pas, mais le midi, ça préserve vraiment ma clarté mentale, outre les avantages métaboliques, physiologiques, etc. Eh bien, il y a vraiment pas de fluctuation de la glycémie, donc j'ai une énergie qui est hyper stable toute la journée. Et puis, je vais plutôt timer mes glucides le soir, là où de toute façon, bah, déjà, tu refais tes stocks. Et puis, en plus de quoi, tu t'en fiches puisque c'est la soirée, donc t'as pas besoin d'une acuité mentale hyper élevée, puisque tu es plutôt dans un processus de digestion, de repos, de détente, de récupération. Et donc, ça marche assez bien. Et tu vois, mais moi en fait, je me rends pas forcément compte de ça parce que j'ai toujours été assez actif la journée. Par contre, je me rends compte de ce que je fais par rapport aux autres. Et c'est vrai que là, je note quand même
une certaine différence par rapport à la population moyenne. Ouais. Bah oui, le petit déjeuner classique français, c'est les croissants ou alors le pain beurre confiture. Et donc ça fait exploser ta glycémie. Et donc tu vas faire des montagnes russes toute ta journée. Et en fait, ton énergie, outre les inconvénients que ça a sur le plan métabolique, ton énergie, elle va suivre exactement la même chose. Et t'as un crash à 10 heures où tu t'en crevais, t'as de nouveau faim, tu remanges un petit peu, ça remonte. Et puis paf, tu recrashes et tu passes ta journée comme ça, quoi. Ah, et puis plus tu fais varier ta glycémie, plus tu fais le flipper en fait, Ouais, c'est entre ça. un état de bien-être et de mal-être, parce que ma compagne, elle est diabétique de type 1, Ok. donc chez elle, c'est extrapolé en fait les hypoglycémies, les hyperglycémies. Donc on a une vision vraiment de l'état de fatigue que ça fait, sauf que nous, on le ressent moins, parce qu'on peut moins aller dans les extrêmes par rapport aux diabétiques de type 1, mais en fait, c'est quand même présent. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette observation avec ta femme qui est diabétique. Bah, malheureusement, pour elle, c'est assez fort, quoi, donc Ouais, j'imagine. c'est moins drôle. J'imagine. Et t'évoquais le fait que tu faisais de la mobilité le matin, tu l'as toujours fait? Eh bien, je l'ai. Non, non, bah, tu penses bien quand t'es étudiant. Alors, déjà, je mangeais mal, la mobilité, oulala. Non, non, c'est venu en 2015. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait ma première année de course à pied, alors évidemment avec une foule de blessures monumentales. Et j'avais lu le livre Savoir s'étirer de Christophe Cario. Ouais, il Et en était fait, précurseur sur plein de trucs, n'empêche Cario. oui, parce que je l'ai lu en 2015, mais je crois qu'il est sorti en Ouais. 2010 ou 2012. Et en fait, il y avait beaucoup de mobilité articulaire. C'était pas vraiment que des étirements. D'ailleurs, c'est une toute petite partie du livre, les étirements. Et je me suis mis à faire ça. Ouais, ouais, je me suis mis à faire ça, faire rouler la balle de tennis, prendre des positions, les tenir 2 secondes, relâcher, un petit coup de respiration contrôlée. Et ouais, ça dure moins de 10 minutes hein, le matin. C'est vite fait. C'est plutôt des mobilisations articulaires, donc tu essaies d'aller dans des angles, etc., sur des choses dynamiques pour gagner en amplitude, en force, etc., faire circuler la synovie, ou bien c'est plutôt des étirements passifs où tu vas mettre en charge peut-être ton tissu conjonctif, ton tendon, dans des positions un peu isométriques que tu vas maintenir. Ah non, ça a vraiment été un mouvement. Tu vois, par exemple, un grand cercle avec la hanche. Ok. Et puis du coup, tout de suite le matin, tu as directement l'information. Tu vois, moi qui fais beaucoup de sport, Hmm. vélo, course à pied, musculation, ça change un peu tous les jours. T'as tout de suite l'information, tiens, bah aujourd'hui c'est les fessiers qui sont un peu courbaturés. Tiens, aujourd'hui c'est le psoas qui tire un peu. Et du coup, une fois que tu as fini tes mobilisations, tu peux peut-être accentuer l'échauffement sur tel ou tel groupe musculaire avant d'attaquer ta séance. C'est intéressant, je suis totalement d'accord avec toi parce que l'avantage de la mobilité, bah, potentiellement, ça peut supprimer des raideurs, entretenir une forme d'amplitude, ça fait circuler, comme je disais, la synovie qui est ce liquide un peu nourricier dans les capsules articulaires. Mais il y a surtout cette espèce de connexion de rétrofeedback qui fait une forme de screening de ton corps. Et permet de façon consciente mais aussi inconsciente à ton corps de voir où il a des limitations, des courbatures, des raideurs. Et j'ai l'impression qu'après, donc toi tu l'utilises peut-être pour optimiser ton échauffement, mais même indépendamment de ça, il va modifier naturellement sa façon de vivre pendant la journée en évitant peut-être certaines positions, en se levant plus souvent. Enfin, tu vas naturellement en fait avoir des comportements et qui, je trouve, vont venir guérir ou solutionner les problèmes qu'il aura découverts pendant ce screening, sans même que tu y penses, tu vois. Juste dans la façon dont tu vas travailler au bureau, dont tu vas faire tes petits étirements, dont tu vas peut-être pas faire tel ou tel mouvement parce que tu te préserves aussi. Et donc, je trouve que c'est intéressant, tu vois, d'avoir cette connexion, cette lecture de ton corps, quoi. Ouais, puis je suis un petit peu comme Rudy, quand je suis sur l'ordinateur, je pense toutes les 15-20 minutes, je bouge, je brasse un peu, puis je me remets dessus. Et c'est vrai qu'effectivement, des fois, je peux me retrouver à étirer un mollet pendant 3 secondes en regardant l'écran d'en haut. Ouais, c'est vrai que c'est. Ou me masser une cuisse parce que le matin, elle était un peu dure. C'est assez instinctif, ouais. T'as pas eu envie d'investir dans un bureau assis debout? Tu trouves que t'es déjà suffisamment debout comme ça avec ton sport? En fait, mon ordi portable, il est sur un support. Et Ouais. du coup, tu peux l'incliner un petit peu différemment et je peux me mettre debout assez facilement. Et Et ma copine a un truc debout assis ouais, qui se lève. ouais, moi aussi, je travaille là-dessus. Et en fait, toute la matinée, presque, je suis debout. Après, l'après-midi, après le déjeuner, j'aime bien être plus assis. Et donc là, j'ai un tabouret avec une base qui est un peu convexe. Parce que, en fait, si tu te mets sur un tabouret qui est fixe,
t'as très rapidement des tensions et des douleurs au dos. Ah oui, oui, Tandis que là, comme il est convexe, ben, ça te permet d'être un petit peu vers l'avant, tu vois, pas totalement droit. Et donc, ça évite d'avoir des douleurs de dos. Et pour autant, bah, tu as quand même toute cette logique de maintien, puis aussi cette possibilité de mouvement qui te permet de rester un peu actif derrière ton ordi, quoi. mais il y a eu une mode de ce truc-là en 2005, hein. Ouais. Mon oncle, il avait un tabouret comme ça. Ouais. Ah, mais je trouve ça trop bien. C'est parti après, puis tu vois, ça revient peut-être un Et peu. figure-toi que entre le fait que je sois debout le matin, l'après-midi sur mon tabouret, que je bouge quand même beaucoup pendant la journée, outre mes entraînements de sport, j'ai l'impression que je me suis désadapté de la position assise et j'ai été voir pardon le film F1 avec Brad Pitt là qui est sorti au cinéma, qui Ah est oui, très très oui. chouette Ah, il paraît qu'il est bien. et qui dure je sais pas 2 heures et demie un truc comme ça. Et ben aujourd'hui pour moi rester 2 heures et demie assis ça devient difficile. Euh, je me suis désadapté vraiment de la position assise, quoi. Ouais, puis alors, si tu te lèves au cinéma, Oui, c'est un t'embêtes tout peu le monde, compliqué, quoi. ouais. Le mec derrière est pas content, hein. Surtout quand tu choisis la stratégie qui est pile au milieu de Eh la oui. rangée, voilà, t'es niqué, quoi. Et depuis que tu as intégré la mobilité dans ta routine matinale, est-ce que tu as eu l'impression que tu réduisais un peu tes risques de blessures ou pas? Bah, sans doute, ouais. Après, comme je te dis, c'était mes débuts dans la course à pied, donc après, il y a eu quand même 3 4 ans un peu anarchiques où tu te cherches, etc. Par contre, donc là, j'en rigolais, parce que cet été, je me suis un petit peu blessé, j'en ai trop fait à un moment donné. D'ailleurs, je l'ai même vu venir, puis j'ai fait quand même. Et en fait, je cherchais la dernière fois que j'avais eu justement une petite blessure d'usure, et j'arrivais pas à me souvenir d'autre chose que une périostite en 2019. Donc finalement, ça, c'est un tout en fait. Quand tu commences à prendre soin de toi, c'est un tout. C'est pas le petit truc qui va tout résoudre, mais c'est une globalité, c'est une vision justement d'essayer de bien faire qui va permettre de durer, ce qui est quand même essentiel plutôt que de vouloir être le premier en faisant des sacrifices énormes. Ouais, t'évoques le fait que t'en aies un petit peu trop fait cet été et que ça ait conduit à la blessure. Je pense que on a tendance parfois à focaliser sur des facteurs qui sont complètement annexes. J'ai vu que t'avais fait un épisode il y a pas longtemps sur maximaliste vs minimaliste, qui est la grande question chez les coureurs. Hum. Mais en réalité, la principale cause de blessure, c'est une mauvaise quantification du stress mécanique. Et la difficulté, on parlait de musculation tout à l'heure. C'est que en musculation, tu es limité par le poids des barres et ta force. Tu vois, au bout d'un moment, bah, tu fais 70 au développé couché, tu essaies de mettre 100, bah, juste t'arrives pas à soulever la barre, donc il y a pas de problème, tu vois. Tandis qu'en course à pied, moi, quand je me suis mis à courir, c'est pareil, tu vois, j'étais motivé et donc j'ai augmenté beaucoup trop rapidement mon kilométrage. Et puis un mois ou un mois et demi après, je m'étais fait une fracture de fatigue au tibia, tu vois. Parce Oui. que tu peux toujours en faire plus. Et donc c'est peut-être plus difficile justement de, de quantifier ce stress mécanique. Et puis le gros problème de la course à pied, c'est que tu évolues dans un milieu naturel. Et du coup, tu es sans arrêt motivé par la montagne, le lac. Voilà, nous, on est tous les deux en Savoie, Haute-Savoie. Alors que c'est vrai que quand tu vas dans une salle de musculation, bon, quand tu y as passé déjà une heure et demie, il y a une certaine lassitude par rapport au fait que tu sois en intérieur. Alors que là, je sors d'un mois d'entraînement à Tignes, c'était Disneyland, quoi, pour le coureur à pied que je suis. Et d'ailleurs, ça m'évoque un podcast que j'ai écouté, je crois que c'est sur Courir Mieux, qui parlait du pacing. Ah oui, Tu avec sais, t'as Cyril, des, ouais. t'as des modèles, genre le modèle de la chasse d'eau, du gouverneur central, etc., qui expliquent ce qui peut limiter, pardon, ce qui limite la performance à un moment donné. D'ailleurs, c'est Alex Huntington, moi je sais plus très bien comment il se prononce, qui a fait un livre qui s'appelle Endurance et qui a analysé tous les facteurs physiologiques, tu vois, la température corporelle, le manque de calories, etc., pour essayer de comprendre ce qui au bout d'un moment te fait arrêter. Il est arrivé à la conclusion que ce qui te fait arrêter, c'est toujours le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il capte un tas de choses, de marqueurs physiologiques, etc. Puis au bout d'un moment, il garde toujours une marge de sécurité et puis il limite la performance. Mais il garde toujours une marge de sécurité et ça on le voit bien. En fait, tu penses que t'en peux plus, tu arrives à la ligne d'arrivée et puis après si t'as un lion ou un ours qui arrive, ben t'arriveras quand même à taper un sprint de fou quoi. Euh, et, euh, et donc dans cet épisode de Courir mieux, il expliquait qu'il y avait aussi des facteurs psychologiques et notamment le plaisir ressenti. Et que le plaisir ressenti diminuait la perception de l'effort et donc augmentait la performance. Et c'est vrai que c'est un peu ce que tu évoques, tu vois, quand tu cours dans la montagne. Moi, quand je cours dans la montagne, parfois, je peux avoir, par rapport à mon niveau, des bonnes performances en termes de vitesse ou même de durée de sortie. Et pour autant, sur route, j'ai beaucoup plus de mal à maintenir les mêmes niveaux de performance parce que c'est beaucoup plus... Pardon, j'ai un cheveu. C'est beaucoup plus redondant.
Et donc, je trouve que c'est très très dur, tu vois. J'ai enregistré un épisode avec Nicolas Sapiès de Campus, qui fait 2h30 au marathon. Maintenir une allure donnée pendant 2 heures et demie sur route sans fluctuation, enfin, pour moi, c'est hyper dur. Tandis qu'en trail, bah, tu es toujours en train de faire varier tes allures, etc. Et en fait, c'est hyper ludique, quoi. Ah, puis le marathon, tu le fais quoi? Dans une ville, sur la route, c'est quand même un peu. Voilà, niveau paysage, ça laisse un peu à désirer par rapport à cet UTMB par exemple que je vais faire, où tu traverses 3 pays, et il y a la nuit, le jour, enfin ça passe un peu plus vite. Justement, tu parles de la nuit et du jour, et tu disais qu'avec, en tant que speaker, tu étais obligé de te lever à des heures pas possibles, et donc tu as un rythme qui est relativement irrégulier Ah oui. sur ta semaine. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide justement à t'entraîner à la privation de sommeil que tu peux vivre sur un UTMB? Ouais, c'est vrai que même quand je fais d'autres trails, cette année par exemple j'ai fait le Chianti où le départ était à 4 heures du matin, donc avec un réveil peut-être à 2h30, je me souviens plus. J'avais dormi comme un bébé, mais j'avais dormi 4h30. Le Lavaredo où on a fait la nuit, en fait, on arrive vers midi, c'est un peu particulier. C'est vrai que je ressens pas spécialement de coups de mou ou de fatigue, ce qui me fait un peu peur d'ailleurs, parce que des fois je me dis, putain, la nuit blanche passe toute seule, quoi, maintenant, est-ce que c'est pas aussi dangereux? Donc c'est pour ça que je me limite à 2-3 efforts un peu longs comme ça dans l'année. Mais c'est vrai que par rapport à mes tout débuts en 2018, où c'était mon premier UTMB, où là, même la diagonale que j'avais fait l'année d'avant, là en fait, je m'endormais, c'était terrible, quoi. J'étais vraiment. Et par contre, oui, 2 ans après, déjà à partir de 2020, j'avais fait l'échappée belle. Là, je sentais quasiment plus rien. Ouais. Ah, t'es quand même un peu fatigué, mais ouais, tu te dis, ça n'a rien à voir par rapport à avant. Est-ce que tu penses que c'est ton corps qui s'est habitué, ou que c'est plutôt ton mental qui sait qu'il est capable de le faire? Ah, c'est une bonne question. Je pense que le corps, il s'habitue à beaucoup de choses. Et malheureusement, parce que du coup, des fois, tu rentres dans un schéma négatif, tu t'y habitues. Tu sais, comme aujourd'hui, le problème peut-être de la population, c'est un peu le manque de sommeil. Puis finalement, comme tout le monde en manque, tout le monde s'y est habitué, tout le monde vit pareil, et tout le monde a diminué son temps de sommeil. Et il y a toujours un petit peu de maladie de civilisation, quoi, pour nos personnes âgées, quand on prend un peu d'âge. Donc, on s'est tous habitués, mais c'est une mauvaise habitude. Même sans parler des personnes âgées, hein, ce qui est anormal est devenu normal. Oui, oui, ça peut Quand, quand, frapper quand, même de quand tu plus en vois. plus tôt. Ouais. Ouais, puis même quand tu vois les. Enfin, j'ai eu une boîte avant avec pas mal de collaborateurs. En fait, quand tu écoutes les discussions à la machine à café, ben souvent ils sont fatigués, ils ont des douleurs de dos, ils ont des problèmes digestifs, enfin, ils ont plein de problèmes en fait. Et c'est devenu On en normal. rigole. Non, et c'est devenu normal parce qu'en fait, leurs collègues les ont aussi. Et donc tu te dis, bah en fait, si je gère pas bien, ou si j'ai du mal à me réveiller le matin et que j'ai besoin de 3 cafés avant de sentir mon énergie venir, ou que j'ai des problèmes d'insomnie, ou que j'ai du mal à m'endormir, t'en viens à penser que c'est normal parce que tes collègues vivent ça aussi. Mais en fait, ça, c'est le symptôme ben, de maladie de civilisation d'une certaine façon, de nos vies qui sont entre guillemets inadaptées et qui nous permettent plus ben, d'exprimer notre fonctionnement normal d'être humain, quoi. Oui, puis si tu dors peut-être 9 heures, tu vas peut-être être un sujet de moquerie. Ouais, 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 oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu Oh, mais tu te couches productiviste. tôt, nanani, nanana. Tu te couches à quelle heure? Euh, Entre 22 heures et 22h30. Et tu te lèves à quelle heure? Là, en ce moment, naturellement, je suis réveillé juste avant 6 heures depuis une semaine. Mais bon, des fois, ça peut être 7h30. Tu fais une petite sieste le midi? Non, jamais. Non? Et j'en ai jamais fait quand j'étais petit, donc je pense que je fais partie de ces gens-là qui ne font pas la sieste. Ok, donc ça te suffit à encaisser 20 heures Ouais. d'entraînement plus Ouais, ton... ouais. Ouais. Mais même quand je suis un peu fatigué, tu vois, je préfère bûcher, puis me dire, bah tiens, ce soir, je vais me coucher à 21h30. Et effectivement, en fait, là, par contre, je vais faire une nuit de 8h30, ce qui est beaucoup pour moi. Donc, je pense que c'est une stratégie qui est pas trop mal. Dans mon cas personnel, hein, parce que j'ai aussi des amis, tu discutes avec eux en voiture, puis en fait, ils se sont endormis. Donc, tu te dis, putain, c'est incroyable, quoi. Tu connais Véronique Billard? Ah oui, oui, je la connais un petit peu. Ouais. Ok. J'ai fait un podcast avec elle. Elle a développé toute une théorie de l'entraînement. Ah, La qui est méthode. intéressant d'ailleurs. Ouais, qui est vachement intéressante. Et dans ce podcast, elle m'a dit que concrètement, 2 séances par semaine de qualité type VO2 max. Donc, elle a des séances un peu particulières qui sont a priori très efficaces pour développer la VO2 max. Et une sortie longue le week-end de 2-3 heures, ça suffisait à préparer et terminer un UTMB. Ben, tu vois, ce matin, quand je suis venu pour te rencontrer, enregistrer ce podcast, j'écoutais une discussion avec Ludovic Collet, le célèbre animateur en trail,
Et Diego Pazos, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup d'ultra-trail, mais qui a aussi 3 enfants, un métier d'enquêteur dans la police judiciaire. Et lui, sa moyenne d'entraînement, tu vois, c'est 10 heures par semaine. Donc c'est exactement ce que tu es en train de décrire. Et ça l'empêche pas de mettre 23 heures sur un UTMB, de faire quatrième de la diagonale des foules en passé, etc. Et pour autant, toi, t'es plutôt à 130-170 km par semaine. Ouais, peut-être un petit peu moins, peut-être plus 100-120 si on fait une moyenne à l'année. Mais c'est vrai que j'ai aussi le temps, que j'ai envie de me développer. Mais je sais que du coup, si je descends à l'avenir en termes d'entraînement, ben en fait, avec tout le bagage que j'aurais enregistré avant, par exemple Diego, quand il était enfant, a toujours fait énormément de sport, était hyper actif. Je sais que voilà, j'ai ce bagage derrière moi. Et c'est peut-être un discours qui est moins valable pour quelqu'un qui a été plus sédentaire. Pendant ses années d'étudiant, il a fait la fête, mais pas le foot avec les copains, etc. Genre moi, quoi. Ouais, je sais pas, mais ouais, ouais. Moi, pendant 25 années, j'avais une hygiène de vie déplorable, Ah je ouais, bah faisais t'es pas de foutu là. sport, etc. Et puis, j'ai fait du sport en étant enfant, adolescent, mais c'était de la voile. Alors, je peux pas dire Ah, que j'ai développé des qualités physiques hyper transférables. mais Et tu vois, finalement, du coup, maintenant que tu te remets au sport, tu t'es lancé dans des trucs un peu plus aventuriers, parce que toi, tu fais les ultra-trails en étapes sur une semaine. C'est ce qui est complètement différent de ce que je fais, et qui est très particulier. bah, en réalité, c'est parce que je pense que, étant donné que j'ai pas des grosses capacités physiques, c'est là où je peux m'illustrer parce que le facteur de performance, il est beaucoup plus polymorphe. Il y a notamment la notion de durabilité, et en fait, je vois que souvent les meilleurs coureurs sur la ligne de départ finissent pas la course, enfin finissent pas les 5 jours, parce que ils sont beaucoup plus explosifs et donc ils finissent toujours par se blesser ou devoir abandonner parce qu'ils vont au-delà de leur capacité à récupérer. Donc ça c'est la première chose. Et puis il y a aussi voilà toute la partie un peu stratégie, donc durabilité, matériel, mental, qui est peut-être, enfin tu me diras sur un UTMB, la partie mentale elle doit être bien difficile aussi. Mais voilà, mais donc clairement, je me suis dirigé vers quelque chose qui pouvait répondre à des capacités naturelles parce que j'ai plutôt tendance à bien durer, tu vois, à bien supporter à la fois la douleur et en même temps à peu me blesser. Donc c'est des choses qui me servent sur ce genre de trucs un peu extrêmes, quoi. Mais voilà, on en revient quand même au fait que développer des qualités physiques en étant enfant, ça semble être un game changer pour la suite. Après, je trouve qu'il y a un autre avantage au fait de démarrer tard, c'est que bah, moi je me vois toujours progresser. Tu vois, j'ai commencé à faire du sport sérieusement à 25-26 ans. Là, ça va faire 10 ans. Alors déjà au début, j'avais l'impression d'être nul. Et au final, maintenant, je m'aperçois du chemin parcouru en 10 ans et je trouve que c'est incroyable. Et donc, ça évoque un peu le, tu sais, on sous-estime toujours enfin, on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et là, quand tu regardes bah, dans le rétroviseur, tu t'aperçois que c'est le cas. Et par ailleurs, bah, mon plateau, je l'ai pas encore atteint. Donc, je me vois toujours progresser. Tandis que les super athlètes qui ont commencé tôt, bah, souvent, ils atteignent leur plateau peut-être à 25 ou 30 ans. Et après, ils ont du mal à maintenir bah, leur niveau de performance et ça va plutôt décroître, ce qui psychologiquement peut être difficile à gérer, quoi. Ah ouais, mais c'est. En plus, que quand on est jeune, en fait, on veut toujours réussir en 1 ou 2 ans. C'est aussi ce que j'ai fait. Puis bon, finalement, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas pour certains parcours de vie. Et quand on regarde aujourd'hui, moi, je m'inspire d'athlètes comme Ludovic Pomeray, qui, à partir de 45 ans, a commencé à réellement exploser. Là, cette année, il a fêté ses 50 ans et c'est lui qui gagne la hard rock, qui bat des athlètes professionnels comme Mathieu Blanchard, qui les bat même proprement, hein, en lui mettant plus d'1 heure. Germain Granger, il a quasiment pris 2 heures, et cette personne-là, elle a travaillé toute sa vie, elle a construit sa famille, sa maison, etc. Et aujourd'hui, il peut se relâcher plus tôt que les autres sur son travail, et d'un coup, c'est le sport du coup qui explose. Et c'est là que tu te dis que finalement, il vaut mieux faire sa petite brique chaque année, et qu'en fait, surtout dans les sports d'endurance, c'est complètement faux qu'à partir de 35 ans, on est fini. Il y a tellement d'expérience à engranger que c'est peut-être justement là qu'on commence à être bon et à arrêter de faire des erreurs. Parce que là, je pars pour mon 7e UTMB, je peux te dire que les 6 autres d'avant, quand je rédigeais un compte-rendu, il y avait plus d'erreurs que de réussites. Donc, alors, il y avait toujours une réussite, parce que je finissais, mais plutôt bien. Mais quand je listais les erreurs, je me disais, ouais, quand même, il y a une marge, c'est impressionnant, quoi. Bah déjà, tu as eu cette intelligence d'à chaque fois essayer d'étudier ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, d'en tirer des enseignements et de tester de nouvelles choses dans tes protocoles Ah bah, suivants. je peux te dire que quand tu as fait une erreur et que tu es au kilomètre 100 et que tu es en train de la regretter, il te reste 70 kilomètres pour la ruminer. Après, tu l'écris sur un papier, hein. Et alors, ça a été quoi tes principales erreurs sur les 6 précédents?
Bon, en 2018, j'étais tout simplement très très mal préparé hein, d'un point de vue physique, etc. Donc c'était difficile, mais c'était une première fois, donc c'était quand même très sympathique. Et après, à partir de 2019, là j'étais très très prêt physiquement, mais c'est vrai que le ravitaillement était un peu aléatoire, surtout au niveau de l'hydratation. J'avais beaucoup souffert de déshydratation. Parce que je voulais aller trop vite en fait, j'étais trop focus performance, puis du coup prendre le temps, tu vois, de simplement se ravitailler correctement, je filais, mais c'était une erreur. Après il y a eu un moment donné où je suis arrivé vraiment très fort physiquement, ça c'était en 2021, et en fait je crame toutes mes forces dans les 3 premières heures en partant avec le groupe de tête. Donc là bon, après tu finis comme tu peux. Et à partir de 2022, j'ai commencé à remettre ce pacing, cette allure un peu plus douce, et justement à continuer de progresser avec ça. Après, il y a eu l'augmentation de la nutrition. Tu sais, maintenant, on mange un petit peu de plus en plus, même si moi, je suis loin des gens qui font des choses vraiment maximales. Mais par contre, par rapport à mes années de pratique au début, je mange facilement 2 fois plus en course. Donc il y a tout ce genre de choses. Après, il y a eu des erreurs aussi pour préparer comme ça une grande course en fin d'été. Quand on vit en plaine, moi je suis autour de Chambéry, on pourrait penser que c'est la montagne, mais en fait chez nous il fait très très chaud l'été. Et l'an dernier, je me suis dit, tiens, je vais m'entraîner à la chaleur, parce qu'on lit partout que la chaleur, ça permet de progresser sur plein de points. C'est tout à fait vrai, mais en fait c'est extrêmement difficile, c'est très pénible. Et le problème, c'est que toutes les études pour les entraînements à la chaleur, elles sont faites sur des sports où tu fais 1 à 2 heures d'entraînement, puis après tu rentres chez toi, tu mets la clim, tu te douches, etc. Tout va bien. Sauf que moi, c'était 5-6 heures d'entraînement avec des températures de 35 degrés à l'ombre. Donc quand tu cours, tu reçois vraiment beaucoup plus que si tu étais en vélo, en natation. Et comme c'est plusieurs heures, t'as beau partir tôt le matin, tu rentres quand même vers midi, 14 heures. Donc bon là, tu prends la chaleur en pleine poire. Et en fait, chez moi, j'étais dans un logement non climatisé, donc il faisait entre 28 et 30 degrés. Donc je récupérais pas de l'après-midi, je souffrais encore, hein. J'avais 2 ventilos, je prenais une douche toutes les heures. La nuit, je dormais très peu, et puis très très mal, avec des doses de mélatonine très fortes, avec 3 douches dans la nuit parce qu'il y avait 3 réveils dans la nuit, avec 2 ventilos. Donc c'était n'importe quoi. Par contre, j'avais vu effectivement que la chaleur faisait progresser, mais j'avais tellement de côtés négatifs que le jour J, je suis arrivé avec une grosse forme. Et en fait, j'avais chopé un virus dans la semaine avant parce que finalement, mon corps était épuisé. Il y avait une forme physique, mais la barrière immunitaire devait être anéantie. Et j'ai chopé un virus qui m'a cassé en deux au milieu de la course. Donc après, j'avais arrêté. Et puis cette année, du coup, je suis retourné à des bases finalement très logiques. C'est-à-dire que je vais participer à un effort d'à peu près 24 heures en haute montagne. Eh bien, je vais passer un mois à la montagne avant. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Après, on peut discuter. Tel jour, je fais 3 heures, tel jour, je fais 1 heure, tel jour, je fais 6 heures. On peut affiner comme ça, mais il y a un mois à la montagne où j'essaye de m'organiser pour un petit peu moins travailler, hein, même si je suis pas salarié. En tant qu'entrepreneur, j'ai le droit moi aussi d'avoir des périodes de charge et des périodes entre guillemets de congé. Donc là, c'était un peu plus tranquille. Et ça permet voilà, de vivre pleinement le truc, d'être à la montagne, d'être posé, d'être focus sur l'effort à venir, et puis d'avoir des temps dans la journée où tu fais rien. Parce que tu es là, tu es à la terrasse d'un refuge, d'un café, et pendant 1 heure, tu fais rien, tu regardes le paysage, tu savoures l'entraînement que tu as fait le matin, ou tu savoures une journée de récupération, une journée dédiée peut-être à la marche, une journée... voilà, et puis tu arrives sur la course plus calme, plus tranquille. Il y a des jours où il a fait chaud, parce que comme je m'entraînais en altitude, il n'y a pas d'arbre, donc quand il y a le soleil, il est sur ta tronche. Mais les nuits sont relativement fraîches, tu dors bien, t'as tes 7-8 heures de sommeil toutes les nuits, et finalement, tu arrives le jour de la course dans les bonnes conditions, et t'as pas créé des artifices extérieurs pour performer le jour J, t'as vécu un mois à la montagne, tu redescends un petit peu chez toi, tu refais tes affaires, etc. Puis tu retournes à la montagne pour la course le jour J. Et je trouve que c'est extrêmement simple, fluide, normal. Et je l'avais fait en 2021, 2022, 2023, avec une réussite à chaque fois progressive chaque année. Et tu vois, l'année où je le fais pas en 2024, ça part un peu en cacahuète.
Et là, 2025, donc j'ai remis cette belle recette pour réussir. Et une recette, encore une fois, simple, naturelle, logique, que finalement, quand on réfléchit 5 minutes, tout le monde comprend. Ouais. Il n'y a pas de magie. Et puis, en fait, c'est parce qu'on a tendance à sous-estimer l'impact aussi du stress, outre le stress physique, du stress mental, tu vois. Et le fait Exactement. d'avoir des journées hyper remplies, tu vois, il y a même il y a des études qui ont montré, par exemple, que le fait de déménager, le simple fait de déménager, même si tu es content de déménager, eh ben, ça a augmenté les risques de blessures dans ton entraînement. Parce qu'en Ouais. réalité, ben, c'est aussi une forme de stress, même si elle est moins perceptible que la charge d'entraînement. Et donc là, au final, en te laissant vivre un peu au fil de l'eau dans la montagne, outre le fait de t'acclimater à l'altitude, d'avoir tes entraînements, etc., tu as aussi ce ralentissement du temps qui est lié au fait de justement de moins travailler. Là, tu vois, tu parlais de l'heure que tu passais à rien faire. Pour être honnête, moi, ça m'arrive rarement dans ma vie, mais une fois, mon frère m'a offert un van, une location de van, tu vois, et je suis parti comme ça 3 jours, sans téléphone, sans ordinateur, juste avec un bouquin, et j'ai été un peu dans les montagnes, et je m'amusais à faire des petits trails comme ça, juste pour le plaisir, tu vois. Et puis, quand j'étais pas en train de courir, je lisais ou je regardais le paysage, tu vois. Et ça a diminué toute une quantité de charge mentale, de responsabilités, de trucs auxquels tu penses tout le temps, etc. Enfin, j'ai l'impression que dans nos quotidiens, il y a tellement de bruit, il y a toujours des choses à faire. Quand tu es chez toi, même si t'es pas en train de travailler, tu as toujours des sollicitations. Et donc, au final, tu peux jamais vraiment avoir ces temps de repos, de distance un petit peu avec tes journées, quoi. Mais là où, toi, je pense que t'as pas encore interviewé des gens qui en parlent, mais moi, ce que je ressens, donc en vivant dans un village à proximité de Chambéry, en fait, c'est cette ville, comme peut-être beaucoup de villes en France, augmente sans arrêt. Tu sais, on construit toujours plus de logements. Puis en ce moment, ce qui pousse, entre guillemets, c'est les logements de 4 étages. Ça, c'est le truc du moment. Donc, il y en a partout. On rase des champs, on met ça. Donc il y a de plus en plus de monde. De plus en plus de monde vient. Donc on construit de plus en plus. Puis plus de monde vient, etc., etc. Et finalement, la ville grossit, grossit, grossit. Les villes se rapprochent, se touchent. Et au final, il y a toujours un bruit, un bourdonnement avec les voitures, le train. Nous, on a un aéroport aussi. Et tu sens le bourdonnement de la ville, ce bruit ambiant qui s'éteint jamais finalement. Même le soir, t'es peut-être dans un village, mais comme il y a une nationale à 300 mètres, comme il y a le chemin de fer à 500 mètres, il y a toujours quelqu'un qui passe en moto à 2 heures du matin. Donc tu peux même pas ouvrir tes volets, ouvrir ta fenêtre et dormir tranquillement le soir. T'as toujours un bruit, un bruit, un bruit. Et en fait, moi, j'ai un studio en altitude dans une toute petite station de ski, donc vraiment, c'était ridicule le prix d'achat. Et là, par contre, j'ai vécu 3 ans et t'avais pas de bruit, donc je vois vraiment la différence. Et les gens se rendent pas compte. Par contre, quand je croise du monde, toi là, j'étais un mois à Tignes, je croise du monde qui vient, qui était, je sais pas moi, à Nantes, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, j'en sais rien. Et quand ils viennent un mois à la montagne comme ça, en fait, ils le sentent, tout le monde le sent. Tu sens que ça libère un truc, que ça te vide l'esprit, parce que au quotidien, encore une fois, c'est comme on disait, on est habitué. On est habitué à ce qu'il y ait toujours un bruit dans nos oreilles, on est habitué à ce qu'il y ait toujours une sollicitation. Là, je suis revenu, bon, comme je fais du e-commerce, c'est vrai que tu vois, il y a DPD, FedEx, Chronopost qui passent. Putain, le téléphone, il sonne tout le matin parce qu'il trouve pas chez toi, parce que c'est un employé saisonnier l'été, je sais pas quoi. Et tu te dis, j'avais pas tout ça quoi quand j'étais là-haut, donc ça met du, tu sais, t'es sous tension quoi toute la journée. Pourtant, c'est vrai que par rapport à un Parisien, là où j'habite, c'est relativement calme, mais néanmoins, tu sens quand même le bourdonnement ambiant de la ville qui te qui te mobilise un peu toute la journée. Puis alors après, tu prends ta voiture pour faire un truc. Et là, t'as les automobilistes sur la route. Comme il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de voitures. Et ils sont pas forcément méchants, mais il y a de plus en plus de monde, donc ça coince un peu. Et ça crée des tensions toute la journée, en fait. Des petites Ouais. tensions, mais tu les sens quand même. J'en parlais dans une newsletter il y a pas si longtemps où je disais que euh, la plupart de nos sens maintenant sont chroniquement sous-stimulés. Tu vois, nos pieds par exemple sont protégés par des chaussures et donc on n'a plus cette sensibilité qu'on avait naturellement vis-à-vis du sol. Les thermorécepteurs sur notre peau, en réalité, entre la clim l'été et puis le chauffage d'hiver, on a une température qui est toujours stable toute l'année, puis on a des vêtements pour se protéger quand on sort dehors. Les aliments qu'on mange, on sait qu'ils sont pas toxiques, tu vois, donc on n'a pas besoin vraiment de les sentir et de les goûter pour s'assurer qu'ils sont bons et comestibles. Donc tu vois, de façon générale, quels que soient les sens que tu regardes, ils sont tous sous-stimulés, sauf un, c'est l'ouïe et l'audition qui est chroniquement surstimulé. Et en fait, tu peux faire l'expérience chez toi, quel que soit l'endroit où tu habites,
tu restes une minute à essayer de te focaliser sur les bruits autour et tu t'aperçois qu'il y a des bruits tout le temps. Et heureusement, notre cerveau est capable de les filtrer, donc tu as l'impression de plus les entendre. Mais en fait, historiquement, d'un point de vue évolutif, les bruits, pour nous, c'était un signal, tu vois. C'était le signal que potentiellement, il y avait notamment les bruits violents, qu'il y avait un orage qui arrivait ou qu'il il y avait un animal dangereux qui pouvait nous attaquer. Et d'ailleurs, ça sécrète des hormones de stress. Il y a des études qui ont montré que les enfants qui étaient scolarisés dans une école près d'un axe routier avaient des capacités de mémorisation de 15 ou 20% inférieures des écoles qui étaient plus éloignées. Sur la productivité au travail, c'est pareil. Je me souviens plus exactement de quelle proportion, mais c'était assez dantesque. Et donc, c'est une réalité ce que tu dis. Et c'est vrai que moi, quand je vais faire du trail en montagne, ben, l'une des choses que j'adore, c'est justement et encore pire en alpinisme, quand je fais de l'alpi, j'adore ce silence parce que en alpinisme, c'est presque un des seuls endroits où il y a vraiment plus aucun bruit, quoi, parce que t'as même plus les animaux. Bon, après, j'aime bien les bruits de la nature, donc ça va. Et je te disais que j'allais déménager là à Berpoche dans la vallée verte. Et une des premières choses qui m'a marqué quand j'ai visité la maison et que je me suis promené dans le jardin, c'est cet apaisement, cette sérénité. Et cet apaisement et cette sérénité venaient en partie de l'absence de bruit, parce que pour l'instant, je suis au bord du lac et il y a une route, la route nationale qui passe juste en bas de chez moi. Et en Et fait, ça, tu vois. je l'entends, j'ai l'impression de plus l'entendre, parce que comme c'est tout le temps là, c'est redondant, mon cerveau le filtre, mais en fait, il y a tout le temps du bruit, quoi. Il y a tout le temps du bruit. Ah ouais, en fait, on se rend plus compte des petites stimulations qu'on a au quotidien. Alors quand on s'en rend compte, tu vois, moi c'était au début, j'écoute un podcast, je me dis oh là là, mais tu vois tout ce qui me pollue, mais c'est impressionnant. En fait, après, bah tu paniques pas, puis finalement tu modifies un petit truc de temps en temps. Tu vois, tu vas peut-être, bah, quand j'avais été salarié, en fait, je m'étais dit ouais bon, faut que je vienne au travail avec des chaussures correctes. Je regardais les mocassins, j'ai dit je peux pas mettre ça, c'est tout petit. Et j'avais acheté finalement une paire un petit peu en cuir, etc. Mais avec une toute petite semelle, vraiment très fine, très très large. Donc mon pied était un petit peu pieds nus à l'intérieur. Enfin, ça touchait vraiment le sol. Et du coup, toute la journée, j'étais bien dans mes pompes finalement. Puis c'était assez correct. Et t'arrivais à trouver des petits subterfuges comme ça. J'étais arrivé à chanter la circulation. Finalement, au bout d'un moment, en venant en vélo au travail, ce que font beaucoup de gens maintenant. J'étais arrivé à chanter un peu la malbouffe parce qu'on avait un petit coin cuisine avec, je sais pas moi, un micro-ondes, une table, quelques chaises. C'était un peu au calme. Donc on pouvait amener notre propre nourriture. Bon, d'ailleurs, au final, pas mal d'employés le faisaient aussi. Donc finalement, chaque année, tu modifiais des petits trucs comme ça. Puis après, tu retrouvais une vie plutôt assez correcte, plutôt assez en forme. Ouais. Mais c'est vrai que tant que t'as pas un élément déclencheur, moi, ça a été une mononucléose quand j'avais 18 ans. Donc j'étais très sportif, puis d'un coup, j'attrape cette maladie, puis je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Quelle injustice! Et à ce moment-là, je tombe sur quelqu'un qui m'enseigne que bah, peut-être qu'il faut manger des légumes, peut-être que le grand bol de céréales avec du lait le matin, c'est pas optimal. Et petit à petit, j'ai modifié un peu mes habitudes, et puis effectivement, après, j'ai pris conscience que bon, j'avais 18-20 ans, hein, il était pas trop tard. Mais je m'étais dit, ah ouais, j'ai quand même fait le sacré bourrin pendant mes études. On va peut-être maintenant revenir à des trucs. Réfléchir un peu à ce qu'on met, ce qu'on avale, parce que finalement, ça arrive dans notre corps, quoi. Donc faire un peu attention des fois. Ouais, on va revenir sur la nutrition. C'est amusant ce que tu dis sur les mocassins. Parce Je sais pas si que ça s'appelle vraiment mocassin. non, mais quoi qu'il en soit, à un moment, moi, je m'habillais très BCBG, tu vois. Je Ouais. mettais une chemise, toujours un pantalon, mes belles chaussures, les Richelieu, tu sais, avec. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai compris après, j'ai une espèce de switch où je me suis aperçu que je me sentais emprisonné dans mes vêtements. Quand tu commences à mettre du mouvement dans ta vie, que tu essaies bah, justement enfin, tu vois, moi, mes journées, elles sont en mouvement. Même si je travaille derrière un ordinateur, il y a plein de moments où je vais me lever, je vais me suspendre à une barre de traction, je vais m'étirer un petit peu, je vais aller marcher, enfin voilà. Et lorsque j'ai eu ce switch, bah, je me suis aperçu à quel point mes vêtements emprisonnaient mon exubérance. Et quand bien même, j'avais pas d'enfant à cette époque-là, mais quand bien même j'aurais une fille, j'aurais voulu courir avec elle, bah, mon pantalon, il m'aurait empêché de courir, tu vois, limite. Et à quel point, voilà, tu vois, c'était devenu un carcan. Et d'ailleurs, par rapport aux chaussures, donc maintenant j'ai que des chaussures minimalistes, donc avec une toe box notamment assez large. Donc la toe box, c'est la partie avant de la chaussure qui permet aux orteils d'être bien écartés. Et donc si je remets mes pieds dans une chaussure classique, bon, maintenant j'ai mal, tu vois, parce que mes orteils
ont pris l'habitude d'être beaucoup plus Large. larges et donc je les trouve beaucoup trop étroites, tu vois. D'ailleurs, je vois que tu as Mais des Altra plutôt team minimaliste, zéro drop et toe box large. et moi, j'ai toujours eu le pied large par rapport à certains, mais tu vois, même des coureurs qui, soi-disant, ont le pied fin, eh ben, ils sont aperçus au fur et à mesure des années qu'ils avaient besoin d'une chaussure de plus en plus large. Et des marques, par exemple, donc là tu citais mon sponsor, mais on peut citer Salomon, finalement, élargit ses chaussures d'une année sur l'autre, tu vois. On se rend compte que il faut un peu plus de place quand même. Donc toutes les marques s'y mettent, même si tu as des marques qui sont toujours là, enfin depuis toujours dans la toolbox vraiment élargie, donc l'avant des pieds, t'as Topo en Ouais, France, j'en ai TOPO, aussi. qui a vraiment un pied très très large, quoi. Les Euh, Innovate aussi, les les Norda. Innovate, ouais. Norda, Norda j'aime qui est, bien. qui est américain, qui est Ouais. assez nouveau, je crois, hein. Ouais, bah là j'ai acheté une paire de Norda que j'aime pas mal. Mais moi, tu vois, pour moi, maintenant c'est devenu un critère de sélection parce que sinon j'ai mal aux Mm. pieds. Et Est-ce que ton pied s'est habitué ouais, en c'est fait? ça. Et j'ai déjà testé dans des magasins, tu vois, des Oka ou des trucs comme ça. J'ai mal aux pieds tout de suite, tu vois. Mm. Et pourtant, tu vois, Brooks élargit aussi ses chaussures, de plus en plus ils essayent. Donc on se rend compte qu'en fait c'est mieux pour tout le monde, même ceux qui a priori avaient pas le pied tout de suite très large. Mais là, tu parles des chaussures de sport, mais par contre, dans les chaussures de ville, tu vois, elles sont toutes très. Parce que justement, ils trouvent que c'est plus joli d'avoir un bout un peu pointu, et voilà, et on en revient. Mm. Enfin, Ah mais tu vois, en fait, maintenant j'ai toujours des paires de chaussures avec une pointure plus petite que quand j'étais étudiant, etc. Où en fait, du coup, je prenais plus grand. En fait, j'avais besoin de plus ouais, d'espace. Je ok. comprenais pas pourquoi. Je m'étais dit oui, ma pointure c'est 41, 41 et demi, et j'étais bien dedans. Et en fait, maintenant que j'ai mes chaussures de course à pied élargies, ben, je prends du 40. Tu fais des exercices de pied, par exemple, Ouais. essayer de lever le gros orteil et pas les autres, le petit orteil, machin. Alors ça, je le fais quand j'ai vraiment une blessure ou une période où il faut que je me réentraîne, etc. Mais sinon, je fais 2 séances par semaine de musculation pieds nus et je manie des kettlebells, ce qui fait qu'en fait, je suis souvent en déséquilibre, je suis souvent dans une position où finalement le pied va s'ancrer dans le sol et lui-même va trouver avec certains orteils, est-ce que c'est les orteils à gauche, est-ce que c'est le pouce à droite qui va devoir forcer dans le sol pour s'ancrer. Mais là, j'ai fait une séance de musculation il y a 2 jours que j'ai filmé avec des gens qui étaient là pour filmer la fin de préparation à l'UTMB. Et je leur ai dit, bah là, pendant 5 minutes, filme mes pieds et tu verras comment ils se contractent, etc. etc. Et tu verras ce que c'est le travail du pied pendant cette séance de musculation. Donc c'est pour ça que je fais pas vraiment des exercices comme peut te faire un kiné quand tu vas avoir une entorse ou une ténosynovite du roller, des choses comme ça, où là tu vas retravailler un peu tes orteils. Euh, Parce que du coup, finalement, je le fais un petit peu dans ma routine d'entraînement sur la semaine. Mais par contre, ouais, quand il y a un problème, je reviens un peu à la base comme ça. Ouais, donc c'est Philippe Rosso, toujours, qui t'entraîne sur la partie renfo musculaire? Non, c'est Mathieu Sûr. Ok, bon. Non, t'as dû confondre, je connais pas le. Bah, parce qu'il a aussi une approche basée sur les kettles, donc Ah, ok. Ouais. c'est ça que j'avais en tête. Mais bon, bref. Et donc, parce que j'ai vu que tu ouais, avais intégré ce travail un peu strong first Hmm. avec, Strong First, exactement. Ouais. C'est voilà, la avec des méthode. swings, des Ouais. Turkish get-up. Donc, ça fait quoi, 2 ans que tu fais ça? Un tout petit peu plus. J'ai commencé en novembre 2022, donc je vais boucler la 3e année bientôt. Ouais, Ok, et ouais, donc, 2 ans et demi, ouais. et donc, principalement, c'est le protocole simple et sinistre où tu fais tes Turkish get-up et après tes swings? Oui, oui, c'est ça. Alors après, mon préparateur physique, du coup, qui est instructeur à Strong First, il court aussi. Donc après, tu vois, il a développé un petit peu ses exercices. Enfin, on varie pas mal les séances. Mais c'est vrai que le Turkish Get Up, c'est un incontournable. Un petit peu moins pour le trail, donc c'est pour ça qu'on le fait pas forcément à chaque fois. Mais c'est un bon gainage. C'est quand même un bon gainage. Et le swing, par contre, pour le trail, c'est excellent parce que c'est les fessiers, c'est l'explosivité, c'est les ischios, c'est le gainage abdominal. Et là, par contre, j'ai progressé énormément en termes de poids. Par contre, le Turkish Get Up, comme à un moment donné, tu te retrouves avec une mobilisation de l'épaule et il faut beaucoup de Pour force. stabiliser. Bah, moi qui suis un coureur d'endurance, la force dans le bras et l'épaule, tu te doutes bien que ça pêche un peu. Donc là, j'ai très très peu augmenté mes poids sur T'es le monté à Turkish combien? Get Up. J'arrive à le faire à 20 kilos. Ok. Mais il faut que je sois échauffé, très concentré. Tu vois, c'est des séries maximales pour moi, 20 kilos. Alors que le swing, au début, on bricolait à 20 kilos et maintenant, je le fais à 44. Ah ouais. 48 même des fois. À une main ou deux mains?
Ah non, à deux mains, hein, quand je fais aussi lourd. Par contre, effectivement, tu as des techniques au swing. Tu peux faire à une main, tu peux faire avec le pied qui bouge en même temps. Donc là, évidemment, il faut réduire le poids. Mais tu peux déstabiliser l'exercice de swing pour aller chercher justement d'autres manières de mobiliser tes muscles et ton gainage central, le corps, la CORE, Ouais. dont parlent beaucoup les Anglais. Enfin, Tu les vois, anglophones. moi j'ai toujours eu une approche de l'entraînement un peu 4-4. Mon objectif c'était d'être prêt à n'importe quel défi et donc il y a toujours eu de l'endurance et puis de la force. Et je me souviens quand j'ai commencé à faire du sport sérieusement, en force on me disait bah non, il faut pas que tu fasses d'endurance parce que sinon ça va créer des confusions là, putain, à chaque fois j'ai ce mot que je perds, mais bref, enfin ça va réduire tes adaptations en force. Et puis si tu allais voir des entraîneurs d'endurance, ils disaient bah il faut pas faire de force parce que tu vas développer de la masse musculaire. Et je pense que globalement, ceux qui font de la course à pied ou de l'endurance sous-estiment l'importance des sports de force, et ceux qui vont en salle et qui font de la musculation sous-estiment l'importance de l'endurance. Probablement qu'avec l'essor de cette mode des athlètes hybrides, de l'Aerox, du CrossFit, etc., ça participe à réconcilier un petit peu les deux mondes. Je vois quand même de plus en plus tu vois, bah, je recite encore une fois Rudy qui dit et qui conseille de plus en plus à ceux qui font de la muscu bah, d'avoir 1 ou 2 entraînements de cardio par semaine. Je vois que le renforcement musculaire est de plus en plus mis en avant dans le trail, notamment soit sur des modalités de force pure, donc avec des 5-5, 5x5, tu vois, au squat, etc. Ou alors avec les kettles. Et je trouve que les kettles, justement, le ratio temps passé, adaptation est hyper intéressant. Tu vois, tu parlais du swing. Tu as tout ce travail de charnière de hanche qui est hyper transférable dans le trail. Tu as tout le travail de chaîne postérieure qui est sous-exploité, sous-utilisé dans la vie générale, tu vois, avec cette amnésie des fessiers, le fait qu'on soit beaucoup assis, et qui est souvent un facteur limitant dans le trail, donc qui est aussi hyper intéressant. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'avec ce protocole simple et sinistre, où tu fais tes 10 Turkish Get-Up, donc 5 de chaque côté, et puis tes 100 swing, donc 10 séries 10, ça c'est le truc de base de son first, bah, en 20 minutes, tu as un entraînement pour la vie. Pour la vie, je veux dire, pour la vie générale, quel que soit le sport que tu fais. C'est un peu l'espèce de loi de Pareto appliquée à la préparation physique générale qui t'aide, de mon point de vue, à réduire tes risques de blessures, à améliorer tes performances si tu fais du sport. Mais même si tu n'en fais pas, pour un humain normal, tu vois, sédentaire, etc., c'est un peu la prescription que tu pourrais lui donner facile. Tu vois, il a une kettlebell chez lui, en plus, ça nécessite pas beaucoup d'équipement, ni d'aller en salle, ni rien, pour se sentir bien en tant qu'humain, juste dans la vie quotidienne, tu vois. Ouais, et puis moi j'aime bien toujours coller à la réalité, donc et puis à une vie parfaitement construite, donc c'est-à-dire un travail rémunérateur, une famille, un, deux, trois enfants, bon ça c'est des choix personnels. T'as des Euh, enfants? non, pas encore, peut-être plus tard, peut-être. Ah, mais comme tu parlais 1, 2, 3 enfants, je me disais peut-être que. Non, 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 mais je m'occupe un petit peu de ma nièce. C'est déjà dur, hein, C'est c'est déjà du l'entraînement. boulot. T'es à la phase entraînement. Ouais, voilà, ouais. Puis j'ai des chats. Je m'échauffe. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu Oui, parlais des différentes parcelles de la vie. ouais. Mais tu vois, souvent, le trailer, en fait, ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'il a un travail, il a une famille et il bourre ses entraînements un peu dans. Alors, ce qui est terrible, c'est quand ils font sonner le réveil plus tôt pour aller s'entraîner très tôt le matin. Enfin, chacun, voilà, si tout le monde réfléchit, chacun à un moment donné est un peu borderline pour bourrer l'entraînement. Tu vois, il faut en faire le plus possible, etc., etc. Si tu fais 8 heures par semaine, c'est pas bien, il faut passer à 10, etc., etc. Donc on tasse l'entraînement. Et l'intérêt justement de ces kettlebells, c'est comme tu le dis, alors toi sur 20 minutes c'est hyper minimaliste, mais en 30-35, t'as fait encore beaucoup plus de choses. Là, tu peux t'arrêter là vraiment. Et tu peux le faire à la maison, parce que tes kettlebells, elles sont là dans le salon, tranquille. Tu mets un petit tapis de sol, et puis si t'as des enfants, mais quoi de plus ludique qu'un Turkish Get-Up? Tu vois, ton fils peut le faire à côté de toi, alors à 4 ans, bah, tu lui donnes rien, il le fait à vide. Puis s'il a 10 ans, tu lui files une 2 ou une 4 kilos, je sais pas. Et je pense que pour lui, tu vois, faire avec papa, ça doit quand même avoir pas mal de sens. Ouais, complètement. Mais j'aime bien cette façon d'entremêler les différentes Et du parcelles de coup, la vie plutôt que d'opposer vie pro, vie Ouais, perso, ouais, sport, c'est ça, ouais. etc. Essayer de faire les choses un peu ensemble. Parce que là, Et t'es en quand train t'as de des faire du enfants, sport, ouais. t'es avec tes enfants, et t'es chez toi, donc t'as pas de temps de déplacement. C'est comme pour beaucoup de gens qui font de l'ultra trail, tu sais, souvent ils veulent courir, courir, courir. Ah, je leur dis, bah c'est bien, mais vous allez marcher pendant l'ultra trail. Même moi qui suis quasiment dans le top 20, je marche 90% des montées quand même.
Et je leur dis, mais le gros truc pour vous, en fait, ce qui vraiment va vous développer, c'est le week-end de faire des randonnées en famille. Ouais. Et puis vous êtes le père de famille ou la mère de famille, on s'en fiche. Vous êtes entre guillemets l'athlète de la famille, parce que c'est vous qui allez faire la course. Donc Et tu ben portes un vous, bébé sur le dos. vous portez le sac, vous portez le gamin, vous portez le pique-nique, vous portez l'eau, et les autres membres de la famille sont autour de vous, et vous passez la journée avec eux, vous avez fait votre sport, et après une journée de randonnée avec un sac plus ou moins chargé, normalement on en a pour son argent. Hein. Et puis ça permet de rééquilibrer en fait les adaptations parce que tu vois si tu vas faire une randonnée avec des gens qui sont moins entraînés, bah tu vas trouver que le rythme il est peut-être trop lent par rapport à toi, mais le fait de porter d'avoir 10, 15, 20 kilos sur le dos, bah ça va rendre l'effort beaucoup plus important et Ah donc ouais, au ouais. final en étant au même rythme, t'as un stress métabolique qui est suffisant pour ton niveau d'entraînement quoi. Ah ouais, moi je le fais un peu. Puis alors, Tu fais du rocking? Enfin, le rocking, c'est ce sport qui consiste dans le fait d'aller faire de la randonnée avec un sac à dos lesté. Donc, tu as des sacs qui sont spéciaux dans lesquels tu peux mettre des poids. Ouais, j'ai pas de sacs spéciaux, donc c'est vrai que pour l'instant c'est pas terrible comme je fais, mais ouais, souvent quand je pars marcher avec ma compagne, on aime bien marcher. Mais je remplis le sac avec vraiment les vestes, l'eau, la nourriture. Euh, Comme ça, on manque de rien, parce que tu vois, en plus, comme elle est diabétique de type 1, s'il y a une très grosse hypoglycémie en haute montagne, il faut qu'on soit à même de gérer. Il faut qu'on ait plusieurs sources d'aliments. Il faut qu'on ait un petit truc réfrigéré aussi pour prendre de l'insuline au cas où ça parte en hyperglycémie. Et donc là, maintenant, je me suis mis avec un gros sac avec vraiment tout le matos pour vraiment toute la journée. Et du coup, il est naturellement entre 5 et 10 kilos. Et ça remplace une sortie longue, par exemple, dans ton entraînement ou c'est un truc que tu fais en plus? Ouais, bah, évidemment, ça remplace une sortie longue, parce qu'après, j'ai pas un emploi du temps aussi large pour faire autant d'heures, mais c'est intégré à l'entraînement, tu vois. Ouais, quand je vais faire ça, je sais que ça me sert aussi pour le sport. Tu peux me décrire un peu ta semaine d'entraînement? Moi, j'imagine que ça varie en fonction de la période de l'année et puis de ce que tu prépares. Mais j'imagine qu'il y a quand même des grandes bases entre tes séances plutôt intenses, plutôt endurance fondamentale, tes sorties longues, tes kettlebells. Mm. Tu le sais, produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 € par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. J'ai écrit un livre. Il s'appelle La routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testés, affinés et intégrés dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel, sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent, et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main, et soutenir ce projet en investissant 20 € dès aujourd'hui, le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique, ouais, je suis auto-entrepreneur depuis 2017 avec une toute petite micro-entreprise. À partir de 2021, j'ai eu une entreprise plus réelle avec ce que je fais sur Internet, mais c'est de faire un emploi du temps. Parce que c'est vrai que quand tu travailles tout seul chez toi, tu fais n'importe quoi au début. Je pense que c'est normal. Et quand je me suis fait mon emploi du temps, et ben là, j'ai aussi fait un emploi du temps pour le sport, du coup. Ce qui fait qu'en général, le lundi, je fais très peu de sport, parce que j'écris une chronique qui me prend quasiment toute la journée. Donc je mets un créneau, on va dire, d'1 heure pour le sport le lundi. Et le mardi, par contre, c'est un petit peu mon week-end, entre guillemets, comme souvent le samedi, dimanche, je suis speaker. Donc le mardi, c'est là où je vais faire ma sortie longue. Ou alors l'hiver, ce que j'aime bien faire, c'est une sortie le matin, d'environ 2 heures, et le club d'athlétisme le soir. Tu vois, comme ça, il y a hiver, été. Tu fais quoi en athlé? Bah, je suis le groupe d'entraînement. Ok. Comme ils sont plus forts que moi, je me mets derrière, je souffre et je suis content. Ok. Alors en fait, ça fait de la vitesse à plat. Toi, ça te permet d'avoir l'habitude de courir, parce que finalement, tous ces trails, c'est bien beau, mais On devient lent. ouais, puis il y a des moments de plat, en fait. Il y a des moments de route. Et moi, au début que je courais, à chaque fois que j'arrivais sur une route ou sur une zone plate, c'était l'horreur absolue. Tu vois, je freinais des cas de fer. Psychologiquement, c'était un drame. Je comprends. Et en fait, maintenant, je me suis habitué à courir, donc l'hiver, en allant avec un club d'athlétisme. En plus, ça te challenge parce que, bon, finalement, j'ai 33 ans, donc je me rends compte que je suis un peu vieux par rapport aux étudiants qui ont 20 ans qui sont au club d'athlé. Donc là, tu prends un peu une claque. Et ils te remotivent. Parce que tu vois, quand tu es en train de travailler chez toi et que tu as une petite sortie à faire, tu sais, tu regardes par la fenêtre, puis tu attends qu'il pleuve plus.
Sauf que là, le club d'athlé, l'échauffement, il démarre à 18h15. S'il pleut à 18h15, l'échauffement commence quand même à 18h15. Donc ça te challenge un peu, ça te fait sortir de ton petit confort que tu t'es créé. Le mercredi matin, c'est dédié à une séance de musculation. Puis il y a du travail, parce que la séance de musculation, elle dure moins d'1 heure. Et le mercredi après-midi, c'est soit du repos, soit une sortie d'endurance de 1h30 à 3h. Ça dépend de ce qu'on doit préparer. Le jeudi, c'est un copier-coller du mardi en général. Le vendredi, c'est un jour qui va être dédié pareil à de l'endurance, suivant ce qu'on a à préparer. Donc ça peut être entre 1 et 6-7 heures d'entraînement. Et le samedi dimanche, c'est soit dédié au travail, soit dédié à des petits entraînements. Tu vois, si j'anime une course qui dure une demi-journée, l'après-midi, une fois que j'ai fait la route, que j'ai mangé, que je me suis reposé un petit peu, je peux faire 1, 2, 3 heures d'entraînement. Tu essaies toujours d'avoir au moins un jour off par semaine? C'est un petit peu difficile pour l'instant parce que comme j'anime des courses le week-end, finalement mon jour off c'est quand je suis en train d'animer. Mais quand on y réfléchit, c'est pas vraiment un jour off parce qu'on brasse, parce qu'il y a du stress, parce que animateur, t'étais responsable un peu de la joyeuseté, dynamisme. de l'événement, Ouais. du dynamisme, du truc, quoi. C'est toi qui mets un peu le punch. Donc tu t'investis dedans, il y a beaucoup d'émotions à transmettre, que tu vis toi aussi, puisque comme je suis aussi coureur, j'aime ça. Par contre, oui, des fois on met un jour off en semaine. Mais ça va dépendre de ce qu'on est en train de préparer, dans quelle phase on est. Puisque ce qui est bien avec le trail et l'ultra trail, c'est qu'on s'ennuie jamais. Comme je te dis, il y a un emploi du temps, il y a un canevas, il y a des bases. Mais après, on fait varier des trucs. Quand le vendredi, je te dis que parfois, je peux faire 7 heures d'entraînement parce que je suis dans une phase où je dois m'entraîner beaucoup, parce qu'on est à 4 semaines d'un très gros objectif. Par contre, une fois que l'objectif est passé, le vendredi, il n'y a pas d'entraînement. Tu vois. Donc là, ça va être un jour off. Ça va vraiment dépendre du moment, ce qui fait qu'on se lasse jamais. Et tu as une approche relativement polarisée de l'entraînement avec à peu près 80% en endurance fondamentale et puis 20% en intensité? Je compte pas forcément, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est tout le temps comme ça. Ouais, moi, je m'entraîne vraiment souvent assez lentement. Et après, avec l'entraîneur, on fait... Alors, ça va être surtout l'hiver. En fait, l'année va être polarisée aussi, puisque l'hiver, on va beaucoup travailler notre vitesse. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de mon objectif de fin août, en fait, à partir de juin, il y a quasiment plus de hautes intensités. Et puis après, tout au long de l'année, par contre, à des moments, on est obligé de faire de l'entraînement qui n'est pas polarisé pour travailler un petit peu l'allure de la course moyenne. Parce que tu vois, sur un effort de 20-24 heures, finalement, on va être vraiment capable de faire beaucoup de temps dans la zone 2 ou le SV1. Voilà, on peut le définir un peu différemment. Voire même passer un petit peu la zone 3, frôler le SV2, même s'il faut éviter. Et du coup, dans l'année, il va quand même falloir aller faire des entraînements à ces allures-là, à ces intensités-là, parce qu'il se passe des trucs dans le score quand on est en train de faire ça. Donc on peut pas faire que du 80-20. Évidemment, ça va être une grande partie de l'année, parce que ça marche quand même très très bien. Mais il faut toujours revenir coller un petit peu à la course, en faisant, mais plus sous forme de rappel. Tu vois, des travails au seuil, mais sous forme de rappel, et c'est vrai avec parcimonie, parce que c'est vraiment le truc qui va te puiser ton énergie. Comme c'est un entraînement où tu vas vite et tu frôles avec tes limites, en fait, tu vas avoir envie d'en faire beaucoup parce que ça te fait des grosses décharges d'endorphine, d'adrénaline, etc. Puisque tu vas vite longtemps. C'est ça le seuil, c'est aller vite et longtemps. C'est pas comme quand tu fais 10 fois une minute à fond. Voilà, c'est bon, au bout des 10 fois une minute, t'en T'as as pas ras envie d'en faire un autre? Ouais, t'en as ras la casquette, quoi. T'as le cardio qui est monté à fond, t'as peut-être envie de vomir. Ouais. Donc c'est bon, t'en as pour ton argent et tu rentres chez toi. Tandis que le seuil, tu le fais le mardi. Finalement, le jeudi, tu sens que tu peux en refaire et tu vas te faire prendre dans un engrenage. Et souvent, le coureur un peu amateur, un peu débutant qui s'y met, il va avoir tendance, lui, à aller naturellement vers ça parce que c'est grisant, en fait, comme effort. Tu vas vite, tu vas longtemps, c'est grisant. Tandis que faire 1 heure de footing à 10 à l'heure, c'est vrai que c'est pénible, c'est pas sexy. Donc en fait, on a envie de... Ouais, c'est bon, moi je vais à 12-13, ça va, quoi. Et non, en fait, ça te crame un peu sur le long terme. Ouais, parce qu'en réalité, c'est un coût énergétique et de récupération qui est hyper important, et pour autant des adaptations métaboliques qui sont moins intéressantes sur le plan mitochondrial, que ce soit sur la densité ou la c'est performance beaucoup d'efforts mitochondriale pour... que les polarisés. Après, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'en faire un peu de temps en temps, plutôt Voilà, pour la exactement. partie psychologique.
histoire de t'accoutumer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue mental, à cette intensité, à cette difficulté d'effort et à cette durabilité. Et tu vois, ce que je vois dans l'entraînement au fur et à mesure des années, c'est que finalement, quand j'étais jeune, j'avais des dogmes. En plus, je faisais du cyclisme. Alors là, un cyclisme, c'était ouais, si tu te rases les jambes la veille de la course, t'auras plus de jus le lendemain, des trucs complètement débiles. Mais t'avais des dogmes vraiment ancrés, c'était complètement fou. Tu manges de la viande rouge pendant une semaine, t'es plus performant. Enfin, c'était la folie. Et maintenant, je m'interdis plus rien, tu vois, dans l'entraînement, parce qu'en fait, on a toujours besoin d'aller chercher le truc qu'on n'a pas fait depuis un an, etc., etc. Alors, comme je te dis, il y a un emploi du temps, il y a un cadre, 70-80% du temps, c'est bien cadré, mais de temps en temps, il y aura un entraînement à glycogène bas. De temps en temps, il y aura un entraînement où je vais me forcer à manger beaucoup. On va toujours aller piocher le truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps pour toujours se rappeler, pour toujours être dans la capacité d'adaptation. Et on va jamais se dire ça c'est complètement interdit, je le fais jamais. Enfin si, mais les trucs complètement idiots, genre je vais courir 2 heures pieds nus sur la route, bon bah oui ça on va pas le faire, mais pourquoi pas 10 minutes dans une belle pelouse, pieds nus, pourquoi pas. Et justement, tu parles de cet emploi du temps. Je pense qu'il y a un parallèle d'ailleurs, et c'est peut-être la double peine quand tu es à la fois entrepreneur et en même temps sportif de haut niveau. C'est cette tentation de vouloir toujours en faire plus. Parce que, enfin, tu vois, moi je vois, je suis passionné par ce que je fais avec Féroce par exemple. J'ai tout le temps des idées, des choses que j'ai envie de faire. Et donc là, mes filles et ma femme sont pas là depuis 3 semaines. Bah, le temps, entre guillemets, que j'ai économisé par leur absence, T'as bossé. voilà, je l'ai pas Ouais. mis à profit à moins en faire, je l'ai mis à profit à remplir encore plus. Et là, je sens que je vais trop loin, tu vois. Je me mets dans le rouge au rupteur et donc ça va sur une période donnée, mais tu peux pas tenir comme ça. Et c'est vrai que tu as toujours. En plus, le pire dans l'idée, c'est que quand tu es passionné, quand tu as des projets, etc., c'est pas une difficulté, tu dois pas te forcer. Tu as envie de le faire, tu vois. Et ça te donne une énergie aussi. Mais cette énergie, elle doit quand même être mise au regard d'une forme de récupération. Si systématiquement tu dors pas assez la nuit, etc., et que t'en fais trop et que t'as jamais d'équilibre là-dedans, bah, au bout d'un moment, tu te crames, quoi. Que ce soit dans le sport. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de surentraînement. Moi, je préfère parler de manque de sous-récupération, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu, enfin, voilà, dans le business, c'est un peu la même chose. Donc, est-ce que, justement, est-ce que tu arrives à te protéger de cette proportion naturelle que tu aurais de toujours en vouloir en faire plus? Et est-ce que le fait d'avoir justement un emploi du temps qui est cadré en me disant, bah là, je travaille de telle heure à telle heure, et puis là, c'est l'entraînement de telle heure à telle heure, ça t'aide justement à éviter ça? Mm. Juste avant, je voudrais quand même aussi dire qu'il y a des salariés, même s'ils sont peut-être malheureusement trop rares maintenant, qui sont très très impliqués dans leur entreprise. Je pense à mes 2 oncles qui sont vraiment exemplaires et qui en font peut-être même largement trop dans leur entreprise, mais voilà, ils se font piéger aussi eux par l'envie de bien faire, l'envie d'être performant, etc., etc. Et c'est vrai que quand tu es sportif, ben, tu es habitué à avoir tes objectifs et ta progression dans le sport, et par mimétisme, tu vas la transposer dans ton travail. Tu vas dire ah mais ça je peux le faire encore mieux, etc., etc. Donc tu vas sans arrêt être en train d'optimiser le bateau qui naviguait déjà quoi. Et moi ce qui m'a permis aussi de me cadrer beaucoup, ben, c'est ma compagne, Hmm. parce que à un moment donné le repas il se prend à midi et il se prend pas à 13h30 parce que tu as voulu finir je sais pas quoi. À un moment donné on va se coucher, elle en plus c'est plus 21h30 22h que 22h 22h30. Donc, allez, ça c'est l'heure où on éteint l'ordinateur, enfin du coup bien avant, et on arrête. Et là cet été, elle est pas là. Elle fait la saison sur Chamonix, tu vois, elle fait un peu d'intérim pour une marque de sport. D'ailleurs, elle cherche un CDI pour une marque de sport, si certains nous écoutent. Donc là, elle faisait la saison à Chamonix, donc elle est là-bas, elle est sur place, et elle profite de la montagne pendant 2 mois. En plus, pour elle, c'est un petit peu plus nouveau que pour moi, donc je l'ai vraiment encouragée là-dedans. Et moi, je me suis retrouvé du coup pendant donc un mois à Tignes, puis un mois chez moi. Et je me suis retrouvé tout seul, tu vois, dans mon appartement. Et il y a des certains soirs, je me faisais happer, je disais ah mais ouais, tiens ça, je pourrais faire ça. Ah j'en ai pas pour longtemps, je le fais maintenant. Puis finalement, tu rebondis sur un truc, et là d'un coup tu vois 23h30 sur ordinateur, tu fais ouh là 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 là. Et surtout que moi, mon entreprise repose sur le sport, donc pendant que je suis en train de développer des trucs sur mon site internet. Bah en fait, comme c'est basé sur le sport, je me dis ah mais Hugo, t'es complètement idiot. T'es là pour parler de sport, pour être sportif. C'est 23h, t'es sur l'ordinateur. Tu n'es pas exemplaire du tout. Tu n'es pas cohérent avec ton discours habituel. Va te coucher, puis demain, il faut surtout pas que tu recommences ça. Donc tu te fais happer, quoi. C'est vraiment difficile.
Et c'est pour ça que, voilà, alors là, vraiment, merci à elle. C'est vraiment ma compagne qui me remet dans le droit chemin pour être en bonne santé. Je comprends bien ça. Je pense que s'il y a un coach de développement personnel, enfin, tu vois, je sais pas très bien comment on les appelle ces coachs de vie, Ouais, tu si, vois. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Je connais des devait me gens qui font donner, ça. avait voulu me donner le meilleur exercice pour moi pour vivre mieux ma vie, et ben ça aurait été de me donner une femme avec des enfants. Parce que au final, grâce à ça, tu vois, pareil, on parlait tout à l'heure de temps non utile, non productif quand tu te mettais sur une terrasse juste à regarder et à contempler le paysage. Bah, moi, quand je jouais avec mes filles, c'est du temps non utile, mais qui me régénère en fait. Et seul, sans avoir cette contrainte-là, cette contrainte positive, hein, et ben, je suis pas capable de le prendre, tu vois. Donc ouais, c'est intéressant ça va me permettre de recouper avec des petites choses que tu as dites ci et là, notamment cet entraînement à la chaleur, protocole d'entraînement à la chaleur. Et c'est vrai que tu regardes les études, il y a des adaptations, tu as notamment Rhonda Patrick qui en a pas mal parlé, tu as des adaptations hyper intéressantes parce que tout simplement, tu augmentes le stress physiologique Oh de là, exactement. l'exercice. Mais donc, qui dit augmentation du stress physiologique dit besoin de récupérer plus important pour compenser. Et donc, tu peux pas aller toujours plus, toujours plus, toujours plus, tu vois. Et je parlais avec un gars là, qui prépare un Ironman. Et donc, il voulait entraîner un peu sa lipolyse, etc. Et donc, il fait des entraînements à jeun. Et voilà. Et il essaie de pas prendre de glucides à l'effort, etc. Et sauf que là, il arrive sur la fin de sa préparation. Il est à 20-25 heures par semaine. Et donc, naturellement, ça demande, tu vois, ça crée une désadaptation, même d'un point de vue immunitaire. Et donc là, il avait été à la piscine, et donc il n'arrivait pas, alors que la piscine avait quand même chauffé, tu vois, on est en été et tout, et donc il avait eu froid toute la journée. Et là, c'est vraiment le signe que Ouais, son corps, il n'arrive pas à premier. récupérer, et donc, tu vois, très certainement, il pourrait, comme toi, tu l'as eu à un moment, choper une maladie, parce que tu as aussi un stress immunitaire qui est important, et quelque part mettre à plat son année de préparation. Et là, je lui dis, bah là, c'est plus le moment de faire du jeûne intermittent ou de pas manger de glucides à l'effort, etc. Tu vois, il me disait, oui, mais j'aimerais bien perdre encore 3-4 kilos sur le dernier mois, tu vois. Je lui dis, ben non, là, c'est pas le bon moment, tu vois, la perte d'énergie, etc. Enfin, tout ce que ça implique, le corps, il a aussi besoin de récupérer, surtout dans des périodes de stress accru. Et là, tu parlais de faire du train, allez, sleep low, enfin, bref, d'entraîner ta lipolyse justement avec des entraînements à glycogène bas, bah, c'est pareil, tu vois, ces entraînements qui peuvent être intéressants, mais qui impliquent un stress plus important pour le corps et donc qui doivent être timés au regard d'un contexte qui est global. Et parfois, on a un petit peu cette erreur de regarder des protocoles, des études, etc., qui montrent des avantages de tel ou tel entraînements sans prendre en compte le contexte individuel, le terrain, à quel moment ça se fait, etc., quoi. Et puis, en fait, c'est ancré dans les mentalités que pour développer ta vitesse, tu vas faire, comme le disait, tu paraphrasais Véronique Billa, c'est 2 entraînements de vitesse par semaine. Et quand tu vas au club d'athlétisme, les gars, ils font un entraînement le mardi et le jeudi en vitesse pure. Et le reste du temps, c'est des footings, etc. Et là, quand tu veux travailler ta lipolyse, donc ta capacité à aller taper un peu dans les graisses, plus que les glucides, à être capable d'évoluer peut-être avec moins de glucides à l'entraînement, parce que tu es en train de faire ton Ironman, bon, tu sais pas pourquoi, le gel était dans ta poche, bon, il est plus là, il a dû tomber, tu es obligé de faire comme ça. Mais en fait, tu vas t'entraîner effectivement hein, avec des stocks de glycogène faibles, mais derrière, il va falloir récupérer, c'est-à-dire que derrière, le repas va être plus conséquent. Et ça, tu as Fabrice Kuhn, je sais pas si tu as déjà Ouais, lu si, j'ai fait certains un de ses livres. podcast avec lui Ah oui, aussi. en plus, ouais, c'est vrai. Et j'ai lu ses J'étais en livres train de chercher. sur les secrets de l'endurance. Non, comment il Alors, s'appelle? c'est ultra endurance, son livre où il te décrit Ouais. 4 méthodes différentes, 4 types d'entraînement différents pour justement faire de la lipolyse. Et qu'est-ce qu'il dit au début du livre? Je vous invite à le lire, et déjà il est très peu cher, très petit, très facile à comprendre. Au début du livre, il dit, mais en fait, quand vous vous entraînez à jeun, enfin sur votre lipolyse, glycogène bas, tout ça, c'est 1 fois par semaine, peut-être 2 fois, mais le reste du temps, vous faites des entraînements normaux, avec un petit peu de glucides, etc. C'est comme quand vous faites de la VMA, de la vitesse, vous le faites 1 fois ou 2 par semaine, vous le faites pas tous les jours. Sinon, c'est stress, 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 stress. Il n'y a pas d'adaptation. Du coup, ta courbe d'entraînement, enfin ta courbe de forme, elle fait que descendre. Alors que normalement, quand tu t'entraînes, tu deviens faible, et c'est parce que tu récupères que tu deviens plus fort. Ça, tu le vois, je sais pas, le premier mois quand t'entres en STAPS, quoi. Et souvent, on se fait happer par le truc, et on veut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ça marche pas. C'est comme cet entraînement à la chaleur. Pourquoi je l'ai raté? Parce que, bon, déjà, c'était tous les jours parce qu'il faisait chaud dehors, mais en fait, c'était 24 heures sur 24 parce qu'il faisait chaud chez moi, il faisait chaud la nuit. Et quand je discutais avec un triathlète qui est entraîné par le même entraîneur que moi, mais lui, c'est du triathlon, c'est pas du trail,
Il me dit, mais Hugo, quand je rentre chez moi, je mets la clim à 21 et en fait, je suis bien et je dors bien. Et je fais, ah, et oui, chez moi, il faisait 30. Ouais, C'est ça qu'elle n'est pas. Il n'y avait aurait, pas le repos. il aurait fallu que tu t'achètes un surmatelas, c'est 8 Sleep, qui est climatisé et qui modifie Bah, la température pendant la nuit. j'ai climatisé mon appartement, Bon, ça David. marche aussi. Ouais. Et tu Je vois, précise qu'il est bien isolé, par donc ça rapport consomme pas trop. à ces séances intenses, moi je suis sur une base plutôt low carb, donc pas cétogène, mais low carb parce que je remarque tout simplement que ça me convient mieux d'un point de vue physique, digestion et intellectuel aussi. Tu vois, en termes d'énergie. Oui, puis ce bref, à tout qu'on niveau. voit, c'est que tu dois Et- faire le travail de bien manger à certains moments parce que tu n'es pas trop maigre. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sont très très maigres, trop maigres, et tu comprends qu'en fait, ils moi, sont en mauvaise santé. moi, ça veut pas dire que je mange moins, c'est juste que je mange peu je Exactement. mange pas Ouais. de céréales, tu vois. Oui, mais il y en a, Donc, ils mangent juste moins, quoi. et puis en plus, moi, pour les courses, pour le coup, ça me sert parce que de toute façon, sur les 5 jours, je serai en déficit calorique parce que comme je dois porter ma propre nourriture, je peux de toute façon pas en porter assez pour couvrir mes besoins. Donc c'est intéressant pour moi de pouvoir fonctionner Oui, en fait, tu es là-dessus. obligé dans Mais, ton effort. mais quoi qu'il en soit, tu vois, autour de mes séances intenses, je vais prendre beaucoup plus de glucides, tu vois. Par exemple, avant de partir pour ma séance intense, je vais peut-être me prendre 2 grosses cuillères à café de miel que je vais prendre comme ça. Si elle dure un peu longtemps, peut-être que je vais prendre un gel pendant la séance. Et après la séance, je vais avoir un repas qui, pour le coup, va être beaucoup plus riche en glucides. Donc là, je vais peut-être mettre, alors que normalement, je mange pas de céréales, je vais mettre une ou deux tranches de pain au levain. Et puis, je vais peut-être manger 3 fruits en dessert, tu vois, justement pour refaire les stocks de glycogène. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, c'est ça qui permet à ma séance intense d'être productive. Parce que si j'ai pas suffisamment de stock de glycogène, je vais réussir à la passer. Mais je vais être moins rapide sur mes fractionnés en côte, etc. Et donc, je vais avoir moins d'adaptation métabolique. Donc, en réalité, je vais faire la séance, mais je vais pas avoir les bénéfices que je devrais en tirer parce que la disponibilité du substrat était pas suffisante, quoi. Ouais, puis tes muscles, en fait, ils vont prendre une cartouche quand tu t'entraînes avec très peu de glucides. Et peut-être c'est là où tu vas te déchirer un peu un muscle. C'est là aussi où il faut faire attention. On a souvent en tête l'échauffement avant une séance intense pour justement pas faire l'élongation, le claquage, la Tu t'échauffes, toi, déchirure. avant? Hein? Tu t'échauffes, toi, avant? Outre le fait de faire 15 minutes de course comme ça, est-ce que tu fais un peu de mobilisation avant, des choses comme ça? Bah justement, l'échauffement, c'est un outil avec plusieurs choses. Et donc quand je vais partir pour une sortie vraiment en endurance, très douce, je m'échauffe pas, tu vois, la simple mobilisation va suffire. Par contre, quand je vais partir pour un entraînement où je sais qu'on va faire des zones cardiaques peut-être un peu élevées, là oui, il y a un échauffement progressif. Alors il peut être de 5 à 10 minutes, voire même il peut durer 20-30 minutes pour monter progressivement à la, à l'intensité souhaitée. Par exemple, quand on fait de la piste d'athlétisme l'hiver, donc là c'est très très intense, ça envoie vraiment. Quand tu fais des 300 et des 400, enfin moi je suis à mon maximum. Et là, c'est 25 minutes de footing, c'est 10 minutes de gamme, et c'est 2-3 minutes pour faire des accélérations progressives. Donc en fait, t'es parti sur ton footing à 18h15 et la séance elle a attaqué à 19h. Bon après, comme elle est courte, à 19h30 c'est fini. Ouais. Tu vois, en fait, et par contre, je vais pas m'échauffer pareil quand je vais faire 2 heures avec un peu de tempo, avec un peu de seuil. Là, je vais faire 5-10 minutes lent, quelques gammes d'athlétisme pour aller justement libérer la dernière mobilisation articulaire de manière dynamique. Après, je vais faire 2-3 minutes un peu rapide dans les chemins, et après, boum, j'ai mon nez sur le cardio pendant les, je sais pas, 4 fois 10 minutes, etc. Et tu vois, cet investissement dans l'échauffement, je choisis volontairement ce terme d'investissement parce que une des raisons pour lesquelles on ne fait pas d'échauffement, c'est qu'on a la flemme, et c'est du temps de plus alors qu'on n'a pas suffisamment de temps pour s'entraîner. Donc on se dit qu'on ferait mieux de faire notre séance directement, etc. Ah mais c'est un investissement pour l'avenir. Et ben, je le vois comme un investissement, mais pas seulement par rapport au risque de blessure, même tu vois, en hiver. Bon, après, c'est peut-être moi qui suis un diesel, mais si je pars comme ça à courir normal, je vais peut-être courir à 10 km/h et je vais trouver que. Je vais déjà trouver que l'effort est entre guillemets difficile. Pas vraiment difficile, je suis pas du tout dans le rouge. Mais tu vois, je sens mes jambes un peu lourdes, je me sens pas bien, tu vois. Et après, je fais, donc, mettons, je cours 15 minutes comme ça, et je trouve que maintenir 10 km/h, c'est entre guillemets désagréable. On va dire désagréable plutôt. Après, je fais ma séance de fractionné en côte, par exemple, qui m'éclate. Donc là, par exemple, j'ai 9 séries où je fais 3 minutes à fond en côte, 2 minutes 30 de récup en descente, et puis je fais ça 10 fois. Donc autant dire qu'à la fin, je suis éclaté. Ouais, c'est dur Et, ça. ouais, c'est dur. Et après, je te confirme. Et après, je dois quand même rentrer chez moi. Et comme j'avais couru un quart d'heure pour y aller, j'ai de nouveau un quart d'heure pour courir. Et là, je vais courir à 5,30 du kilomètre. Et je vais trouver ça facile.
Et parce qu'en réalité, bon, bah, déjà, la perception d'effort par rapport à mes fractionnés eh ben, paraît beaucoup plus faible. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que je suis beaucoup, beaucoup plus échauffé, quoi. Et c'est paradoxal parce qu'on dirait, bah, il est éclaté, normalement, la vitesse, elle devrait diminuer. Alors que là, je vais plus vite et mon effort perçu, il est plus facile, bah, justement parce que je suis mieux échauffé. Et donc, j'ai remarqué que si je m'échauffais un peu avant et que mais même 5 minutes, tu vois, ben, dès le début, j'ai des sensations de course qui sont beaucoup plus agréables et qui me permettent d'être plus performant. Et donc, qui va améliorer la qualité de ma séance. Donc, indépendamment de la prévention de risque de blessure, je trouve que c'est aussi un facteur qui améliore ben, la qualité des séances en elles-mêmes. Ouais, puis tu disais, on a l'impression de perdre du temps quand on s'échauffe, mais en fait, quand tu t'échauffes pas, moi je le vois quand j'arrive sur la piste, et si je m'échauffe pas parce que j'ai été feignant ou ce jour-là j'ai fait tout seul, etc. En fait, les premières répétitions, elles sont ratées, elles sont pas à la bonne allure, elles sont trop dures, tu te mets dans le rouge pour la suite, et finalement, bah, t'as perdu ton temps. Alors que quand t'es échauffé, dès la première répétition, t'es à la bonne allure, t'es fluide, t'as la bonne gestuelle, et surtout pour quelqu'un pour quelqu'un comme moi, quand j'arrive sur le tartan, sur la piste, c'est un peu dur parce que moi je cours dans les chemins, je suis quelqu'un de très musculeux par rapport aux autres, j'ai peut-être des courbatures parce que la veille j'ai fait un peu de dénivelé. Donc chez moi l'échauffement il va vraiment être miraculeux sur le premier quart ou le premier tiers de la séance. Ça va tout changer. Super intéressant. Et sur l'aspect nutrition, donc on a commencé à l'évoquer à plusieurs reprises. Donc, de ce que j'entends, tu t'es quand même intéressé à cette notion de lipolyse, etc. Et pour autant, bah, tu utilises des glucides à l'effort. Déjà, à quel niveau est-ce que tu es parti dans les Mathieu Blanchard à monter à 90 grammes par heure ou est-ce que tu es plus bas? Quel type de glucides à l'effort? Dans quel contexte? Je sais que tu es sponsorisé Baou, on en a parlé un peu avant d'enregistrer ce podcast, qui font des bars qui sont bio, super naturels, mais dans lesquels tu as un mélange d'oléagineux et puis de dattes, de choses comme ça. Mais donc, tu as toujours des lipides, des glucides et des protéines. Donc, c'est pas du pur gel optimisé, on va dire, avec un ratio fructose-glucose Ah, qui est ils en ont parfait. aussi, ils en ont aussi maintenant. Ah ouais, Ah, ils s'y sont mieux. mais quand même avec des gels de fruits, non? Oui, bah en fait ils ont Avec les fibres pris des verts, purées de ouais. fruits et ils ont ajouté du sirop d'agave. Ok. Donc Puis voilà, il donc est naturel. Ouais. quelle est ton approche de la stratégie nutritionnelle à l'effort pour l'instant, d'abord à l'entraînement et en course, et puis après on s'intéressera à ce que tu fais en day-to-day, bah, notamment parce que tu l'as rapidement évoqué, mais quand tu étais plus jeune avec la mononucléose, bah, t'as commencé à t'intéresser à ça et à te rendre compte qu'il pouvait y avoir une corrélation entre ce que tu manges et la santé de ton corps, même d'un point de vue inflammation, tendinite, etc. Mais on verra ça après. Ouais. Bah, ma nutrition de tous les jours, c'est à partir de 2014 où j'ai vraiment cadré le truc. Et pour la nutrition pendant le sport, c'est plutôt à partir de 2020. Tu vois, là, je me suis vraiment entouré d'un nutritionniste qui court aussi. Tu vois, moi, j'aime bien qu'il pratique mon sport quand je vais chez mon ostéopathe. Il est aussi sportif, etc., dans la course à pied. Au début, on est parti un peu léger. Tu vois, j'ai fait, je pense, 2020-2021, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lipolyse et un peu extrême. Et puis après, en fait, on a augmenté progressivement. Finalement, on a fait un travail sur plusieurs années. Et en 2023, ben, j'étais capable, sur un effort d'à peu près 8 heures, donc le trail des Templiers en octobre, de manger et boire, parce que j'utilise beaucoup de boissons aussi, 80 grammes de glucides à l'heure. Ok, donc Voilà. t'es monté haut quand même. Voilà, avec des intensités assez élevées. Hein. Sur un effort de 8 heures, on passe un peu de temps en zone 4, SV2, en SV1, etc. Par contre, là, quand je vais repartir sur mon ultra trail d'à peu près 24 heures, au lieu d'essayer d'être sur ces doses élevées, je vais rester sur une dose plutôt autour des 60 grammes, parce que je sais que je la maîtrise vraiment beaucoup, que pour moi c'est assez facile à manger et à boire, et je vais pas me stresser outre mesure, déjà parce que j'ai pas envie d'aller très vite et de compenser avec des glucides, parce que je sais que l'effort est suffisamment long, donc il faut attendre au début. Et à l'entraînement, ben, je varie énormément. Du coup, tu vois, je continue peut-être une fois par semaine à faire un entraînement lipolyse. Et par contre, c'est assez rare que je fasse un entraînement où je vais me forcer à manger plus de 50 grammes de glucides par heure. Mais j'en fais un peut-être une fois toutes les 2-3 semaines. Mais ça, je le fais assez rarement parce qu'en fait, je me rends compte que j'y arrive. Donc, c'est pas la peine de trop forcer ce côté-là. Par contre, la lipolyse, je vois que dès qu'on la travaille pas pendant un petit peu, tout de suite, quand tu t'y remets, t'as une sensation de faim qui arrive beaucoup plus tôt, t'es un peu déshabitué. Et j'ai pas éprouvé le besoin pour l'instant qu'ont fait certains sportifs à monter même
plus qu'à 100 grammes à l'heure, hein. Même en course à pied, il y en a qui l'ont fait. Je trouve que ça fait beaucoup. Alors, il faudra essayer pour pas mourir idiot, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui baisse mon niveau de performance. Et tu citais Mathieu Blanchard, et lui, il a fait justement un rétro-pédalage. Il est monté, parce que c'est pareil, il a une formation d'ingénieur, il a envie d'essayer sur lui aussi, c'est important, on réagit pas tous pareil aux choses. Et en fait, il est monté à un moment donné à 120 grammes de glucides par heure, puis il a dit, mais c'est ingérable. Ce que je dois transporter, je suis toujours en train de prendre un truc dans la poche pour le bouffer, je suis toujours en train de boire, je suis toujours en train de recharger, j'ai toujours ce goût sucré, j'ai toujours ce ventre, j'ai toujours l'impression d'être plein. Donc il s'est dit, bon, attends, là c'est beaucoup trop. Il a vu tous les désavantages, il n'a pas trop vu il a vu tous les désavantages, il n'a pas trop vu les avantages, et il a dit, moi je redescends, je me remets à 90, 100. Et je suis bien en fait. Ouais. Après, il y a aussi, tu vois, toute la logistique. Parce qu'on n'a pas quelqu'un à côté de nous qui nous file les trucs tout le temps. Donc, si tu veux manger Bien sûr. 3 gels par heure pour être à 100, 120 grammes, faut que tu les transportes. Et même sur un UTMB où tu as 5 zones d'assistance, même le meilleur, entre Contamine et Courmayeur, il va mettre 5h30, 6h. Donc, il va falloir qu'il en emmène sur lui s'il veut beaucoup manger. Et entre Courmayeur et Champais, pareil, il va mettre à peu près 6 heures. Donc, même si tu es le premier et que tu es très rapide, tu vas devoir transporter beaucoup de choses sur toi. Et ça peut créer aussi des inconvénients. Si tu as 1 kilo de nourriture sur toi et que ton voisin il a 100 grammes, ça joue. Ouais, t'as la différence de poids et puis t'as aussi tous les problèmes digestifs potentiels parce que, en tout cas pour les amateurs, les soucis digestifs, c'est une des premières causes d'abandon dans les trails. Même devant. Mais- Hein. Ouais, même ouais. devant. Même, Et ce qui est intéressant dans ce que tu partages aussi, c'est que, tu vois, entre ton trail des Templiers où tu vas être à 90 grammes et l'UTMB où tu es à 60 grammes, en réalité, tu as diminué la quantité parce que la durée est beaucoup plus longue et donc l'intensité est plus faible. Et donc, une erreur, je pense, que font des gens qui écoutent des athlètes de haut niveau, qui prennent temps à l'heure, c'est qu'ils posent ça à leur niveau, sauf que les niveaux d'intensité que moi je vais mettre, si moi je fais un UTMB demain, ou même les Templiers, tu vois, sur 8 heures, déjà je vais pas mettre 8 heures, je vais mettre peut-être 10 heures ou 12 heures, j'en sais rien, enfin je l'ai ouais, jamais je fait, pense. mais voilà, mais donc ça veut dire que mon niveau d'intensité, il sera autrement plus faible que le tien, donc mon besoin en glucides, il sera aussi beaucoup moins important, parce que plus l'intensité est faible, moins t'en as besoin. En fait, plus tu passes de temps sur un effort, plus ton intensité va diminuer au fil du temps. Tu peux pas. Naturellement. Donc tu vas avoir les mêmes zones, parce qu'à un moment donné, tu vas être capable de faire 2-3 heures dans telle zone et l'autre aussi. Mais comme après, tu vas y passer plus de temps, il va falloir que tu switches sur des trucs un peu différents. Et en day-to-day, du coup, ton alimentation? Ouais, tu vois, le petit déjeuner, je Ouais, te tu l'avais me l'as donné déjà dit, ouais. tout à l'heure. Après le midi, alors, surtout quand c'est moi qui prépare, c'est extrêmement simple. C'est vraiment une très très grosse part de légumes. Là, vraiment, je charge l'assiette en légumes. Cuit, parce que là, tu vois, je suis à l'approche d'une compétition, donc j'aime bien que ça soit cuit, facile à digérer, courgettes cuites, carottes cuites. C'est pas du tout la saison du chou-fleur, mais l'hiver, ce serait du chou-fleur cuit, etc. Donc là, on a quoi? On a les haricots verts. Et les courgettes, les courgettes, ça y va, ça. Après, j'ai toujours une portion de protéines qui a augmenté aussi un petit peu avec le temps. Hein. Quand je mangeais avant, pour schématiser un steak de 100 grammes, maintenant il va faire 120, 140 grammes. Ça peut être du poisson, ça peut être des œufs. Autour de chez nous, on a des œufs de ferme, quoi, vraiment facile à acheter, assez peu cher. Et d'ailleurs, pour la viande, toi, tu as mis un petit peu à l'avant des agriculteurs avec Féroce, puisque tu te sers d'un éleveur pour produire la viande de qualité. Et j'ai cherché un peu autour de chez moi. Il y a des éleveurs aussi, donc on peut faire de l'achat direct à la ferme pour avoir une viande de très bonne qualité. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, parce que tu vois, j'ai des chats, je suis un peu sensibilisé à la cause animale, c'est qu'à un moment donné, je vais manger la vache. Mais si elle a souffert pendant 5 ans avant que je la mange, ça va vraiment me dégoûter. Alors que si elle était dans le champ, que je suis passé 2-3 fois en vélo autour en faisant mes entraînements, qu'elle a eu entre guillemets une belle vie jusqu'au moment où on l'a abattue pour la consommer. Là, par contre, je serais plutôt content de manger cette viande-là. C'est pour ça que je refuse de l'acheter en grande surface, tu vois, j'en mange pas. Si un jour je suis coincé, je vais manger que des œufs. Tu
Tu vois, si il y a plus de viande dans mon congèle parce que j'ai merdé sur la commande ou des trucs comme ça, bon bah c'est parti quoi, c'est les œufs cette semaine. Et après le poisson. Et puis je mets toujours une petite part de glucides quand même, parce qu'en fait j'ai toujours un peu d'activité physique. Évidemment, si j'ai fait un très très gros entraînement, donc c'est le cas d'hier matin, j'ai fait le dernier entraînement, 3 heures un peu poussé. Bon bah là, l'assiette de riz était quand même très conséquente, hein. Et puis en dessert, il y a eu une petite part de flan avec des amis qui étaient venus avec moi. Il y avait l'aspect social aussi. Après, j'utilise beaucoup d'huile d'olive, parce qu'on a la chance en France d'avoir vraiment des belles productions, ou d'avoir des Français qui se sont expatriés en Grèce pour produire. Je pense à Chris et Olive, je pense à Antoine Guillon. Toi, j'ai vu que tu avais une filière aussi pour l'huile d'olive. Ouais, tout à fait. Il- Mais qui est pas en Grèce. Donc nous, on l'a produit en Andalousie. Ah Et oui, puis, ouais, pareil, un bon territoire. et puis dans le cahier des charges, on a vraiment essayé de concevoir une huile d'olive pour la santé humaine. Donc c'était ça notre finalité. L'objectif, c'était pas forcément qu'elle soit bonne. Bon, il s'avère qu'en plus elle est super bonne. Oui, ça. Mais bon, c'était pas l'objectif principal. Et donc notamment très riche en polyphénol. Les polyphénols, c'est ces antioxydants initialement, c'est les olives qui les développent pour se défendre contre le stress. Donc les oliviers vivent sur des sols très calcaires, avec des sécheresses, le soleil, le vent salé, et tout ça, ça les stresse. Et donc les olives, pour se défendre, elles vont développer ces polyphénols. Et donc nous, on les récolte directement sur l'arbre, au stade de maturité optimale du fruit, parce que quand elles tombent au sol, elles sont devenues noires, elles commencent à fermenter. Et la fermentation, en réalité, c'est un processus d'oxydation. Donc les antioxydants vont réagir à ce moment-là, et elles vont perdre toute leur teneur en polyphénol. Et l'huile d'olive que tu trouves en grande surface, tu es à 100-150 mg par kilo. Tandis que dans Oui. les études sur l'huile d'olive, c'est des études qui sont portées avec des huiles d'olive qui sont à 400-500 mg par kilo. Donc ça veut dire que si tu vas avoir les bienfaits de l'huile d'olive que tu as vu dans les études, bah, tu devrais en consommer 4-5 fois plus que ce qu'ils disent. Donc normalement, ils disent 20 millilitres par jour, ça fait 2 grosses cuillères à soupe. Ben, ça veut dire que tu serais à 10 cuillères à soupe, donc 900 calories quasiment en provenance de ton huile d'olive. Et donc celle de Pharos, elle est à 622 mg par kilo, donc 6 fois plus que celle dans le commerce, quoi. Après, tu vois, ça m'empêche pas aussi de varier. C'est majoritairement de l'huile d'olive que je mets sur mes plats. Moi, c'est même ouais, bien un peu plus que 2 cuillères à soupe. Ouais, Tu vois, mais bon, toi, j'en à mon mets avis, généreusement. tu brûles, Mais il y a, ouais, voilà, il y a tu brûles 4000 calories par jour. il y a la dépense calorique. Après, en dessert, il y a toujours quelques noix, un petit yaourt. Alors, c'est pareil. Chez nous, on a enfin, le yaourt de brebis et de chèvre en France, c'est aussi le terroir, quoi. On a des très bons producteurs. Bon, le lait de vache aussi, hein, d'ailleurs. Donc on a la chance d'avoir ça. Donc c'est vrai. Maintenant, je fais attention. Alors, j'ai aussi un peu plus de facilité financière. Mais tu vois, je fais attention à acheter le yaourt du producteur. Parce que j'ai envie qu'il continue à vivre, qu'il continue à être là, qu'il continue à produire ces bons produits. Après, bah, comme je te le disais, quelques oléagineux. Maintenant, c'est pareil. J'arrive à en trouver dans le sud-ouest de la France. En plus, ces gens-là ont eu l'intelligence de faire du e-commerce. Donc c'est parfait. Et après, c'est le petit carreau de chocolat noir. Bon, ça, du coup, il est pas français, mais ça passe bien aussi en fin de repas. Et après, j'ai le petit goûter. Le petit goûter, donc, normalement, c'est des oléagineux, un fruit et encore du chocolat noir. Simplement, s'il y a eu un entraînement l'après-midi, j'ajoute des glucides. S'il n'y en a pas eu, je n'ajoute pas. Et après, le soir, c'est un repas qui va beaucoup ressembler au midi. C'est quasiment une copie parfaite. Sauf que... Il y a plus de riz. Il y en a un petit peu plus, ouais, mais ça dépend vraiment de l'activité physique de la journée. Et le glucide, tu vois, c'est vraiment ma jauge, vraiment une jauge que j'ajuste par rapport à l'activité physique. Et par contre, le soir, de temps en temps dans la semaine, on essaye de faire des repas végétariens. Bon, tous nos petits déjeuners sont végétariens, hein, comme tu as compris, hein, œufs et fromage. Mais le soir, je pense que la moyenne, si je réfléchis sur l'année, c'est 2 repas végétariens par semaine le soir. Tu parles de cette modulation des glucides en fonction de ton niveau d'effort. Et c'est vrai que tu regardes les assiettes des Français, en général, les Rien fiche féculents, pas. c'est la base. Alors qu'en réalité, si tu regardes même d'un point de vue héritage évolutif, les glucides, c'est un super carburant. Et le super carburant, bah, tu l'utilises quand tu fais un effort. Tu vois, s'il n'est pas mis en perspective d'un effort, bah, en réalité, t'en as pas besoin, quoi. Mais tu vois, les gens sont pas foncièrement mauvais. En fait, c'est juste qu'ils ne le savent pas Bien parce sûr. qu'on leur a jamais pris, on leur a jamais appris. À l'école, on t'en parle pas. T'as des cours pour apprendre les mathématiques et le français. T'as pas de cours pour manger. Donc bon, avant il y avait la cuisine au collège et il y a plus maintenant. Ouais, oui, oui, oui. C'est d'où l'intérêt Pourtant, il y a de encore faire. musique, tu vois. Ouais, Et on ouais. pourrait remettre Non, mais cuisine c'est s'il y a vrai, musique. c'est vrai que des cours d'éducation nutritionnelle, c'est même pire que ça, tu vois. Toi, tu disais que tu regardais la vache dans son pré, et qu'elle vivait heureuse et que t'étais OK d'en manger. Ben, parfois, tu demandes à des enfants en ville d'où vient le lait, ils te disent de la brique, quoi.
Et donc, il y a une espèce de fracture et de déconnexion entre le monde rural et le monde citadin qui, de mon point de vue, nous fait perdre aussi un peu de la conscience dans l'acte de manger. Parce que manger, c'est pas juste avoir des nutriments, des vitamines et des minéraux. C'est aussi un acte entre guillemets, de partage déjà avec les gens avec qui tu manges, et puis de conscience. Tu vois, c'est la nature qui nous apporte tout ça. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est? Et ça, quand tu penses à tout ça, ça donne aussi une forme de responsabilité à la fois dans tes choix de consommation pour avoir des produits de qualité qui ont été élevés ou cultivés en respect avec la nature. Et puis par ailleurs, en termes comment dire, d'appréciation, parce que sinon t'avales ton repas, tu l'as même pas vu, tu l'as même pas goûté, tu l'as même pas vu passer, il est déjà fini, que tu l'as à peine commencé, qu'il est déjà fini, et donc t'as même pas eu le temps de ressentir la satiété, donc tu te surgaves et tu vas manger 10 desserts derrière. Alors que prendre le temps de manger, de savourer, d'avoir de la reconnaissance pour la nature qui nous offre tous ces beaux produits, ça change complètement, je trouve, la dynamique et la relation que tu as avec l'aliment, quoi. Mais en fait, c'est juste que les gens qui sont embrigadés dans ce cercle, ils y ont pas pensé, parce qu'ils n'ont pas eu, je sais pas, la clarté d'esprit, le temps de se poser, etc. Mais finalement, personne n'aime manger un plat de pâtes. Que tu regardes des gens manger un plat de pâtes, ils ajoutent la sauce tomate, ils ajoutent le sel, Le tu vois, gruyère. ils ajoutent le gruyère. En fait, le plat de pâtes lui-même ne leur fait pas du tout plaisir. Ouais, Ils ont c'est un besoin de ce support. goût et de ce sens. Et du coup, à partir du moment où tu leur cuisines une très belle salade composée, etc., et qu'ils la mangent, quand ils vont au restaurant et qu'ils prennent une salade composée en entrée, ils trouvent ça très bon et ils adorent, parce qu'il y a du goût. Alors qu'en fait, leur plat de pâtes, ils ont eux-mêmes ajouté du goût, parce qu'en fait, ils ont compris intrinsèquement qu'il n'y avait pas de goût, que c'était pas bon, Ouais, c'est et qu'il intéressant. fallait en ajouter. Et du coup, bon, pour l'instant, ils étaient dans l'erreur, mais quand ils vont, toi comme moi, j'avais eu cette prise de conscience avec la mononucléose, mais après, tu te remets à cuisiner, et puis du coup, tu dis, ah bah oui, en fait le légume, c'est bon, quoi. Quand je le cuisine comme ça, que je mets son petit filet d'huile d'olive au-dessus, peut-être un peu de levure, du germe de blé, des trucs, bah, tu manges, tu dis, bah ouais, c'est bon, avec ces petits oignons au-dessus, ouais, en fait, ça va, quoi. Ouais, mais comme tu dis, et c'est parce que aussi, tu parles de cuisiner, et ben l'acte de cuisiner, tout de suite dans la tête des gens, c'est Ah, je complexe, suis pas un champion, hein, pourtant. non mais justement, parce que dans la tête des gens, et moi pendant un temps, ça a été mon cas aussi, bah, cuisiner c'était complexe, ça nécessitait de suivre une recette, d'avoir plein d'ingrédients, plein de trucs, de passer une demi-heure en cuisine, alors qu'aujourd'hui, j'achète des produits de qualité, tu vois, bio et tout, mon petit panier bio avec des légumes de saison. Je les mets dans le vitaliseur de Marion pour les cuire à la vapeur, qui, outre les avantages nutritionnels, bon, ça c'est encore autre chose, mais surtout, ils sont bons, tu vois, naturellement quand ils sortent, parce que si tu les fais cuire à l'eau, ce genre de truc, bah forcément ils ont plus de goût, tu vois. Tandis que là, ils sortent, bah en fait, ils sont juste bons naturellement. Tu rajoutes un peu d'huile d'olive, comme tu dis, et un peu de sel non raffiné et quelques herbes, bah en fait, là, ça y est. Donc concrètement, j'ai coupé mon truc, ça m'a pris 2 minutes, tu vois, je les épluche même pas, ils sont bio. Paf, j'ai coupé en deux, paf, j'ai foutu dans le vitaliseur. J'ai eu 2 minutes de temps de préparation, ça a cuit 10 minutes, ok? Pendant que ça cuisait, je fais revenir une viande de qualité à la poêle. Ça me prend 4 minutes. Donc au final, la totalité de mon repas, en cuisine, j'ai passé en tout et pour tout 10 minutes. Et c'est extrêmement simple, c'est super bon d'un point de vue nutritionnel, etc. Et tu te régales vraiment parce que tu as une bonne viande, donc elle va être délicieuse. Tu as des bons légumes à la base, donc ils vont être délicieux aussi. Ils ont été respectés par le mode de cuisson. Il n'y avait aucune complexité. Tu n'as pas besoin d'avoir suivi une recette ou quoi que ce soit de complexe. Tu n'as même pas besoin de regarder les temps de cuisson. Et voilà, juste parce qu'à la base, tu avais des bons produits et que tu les as respectés pendant que tu les as Mm. cuisinés, quoi. Et puis tu vois, tout à l'heure, on me parlait de la musculation qu'on pouvait faire avec les enfants, avec Kettlebell ou pas d'ailleurs. Mais quand tu vas faire tes courses au supermarché et que tu as tes enfants avec toi, tu peux leur expliquer pourquoi j'achète ça, pourquoi j'achète pas ça. Tiens, bah, qu'est-ce qui te fait envie dans le rayon, comment on pourrait le cuisiner, puis après tu le fais avec eux. Au lieu de te dire, ah, attends, je vais cuisiner une demi-heure, je perds mon temps, nanana, Bien sûr. tu le fais avec tes enfants. Et bon, ils vont peut-être foutre le bordel dans la cuisine, mais tu auras passé un petit moment sympa avec eux, tu leur as expliqué des trucs. Et puis, je pense qu'ils vont vite te challenger sur certains. Et ils vont dire, bah, le jour où tu vas faire mal à manger, tu vois, ils vont dire, ah, bah alors papa, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, pardon. Je pense qu'ils vont même pas mettre le bordel dans la cuisine. Je Oh, prenais par exemple. moi, je le faisais, mais. Bah, en tout cas, tu vois, j'ai l'impression que justement en tant que parent, pour éviter que tes enfants ils fassent des bêtises, tu leur donnes des espèces de simulacres d'objets qui cassent pas, etc. Tu vas leur donner des fausses assiettes, des trucs en plastique, Ah en oui. silicone, et donc ils n'ont pas de rétro-feedback face à leurs erreurs. Moi, j'ai pris un parti différent. J'ai lu ça dans un livre, ça s'appelle Chasseur-cueilleur parent, pardon.
Et il racontait que en fait, le désir profond de l'enfant, c'est pas de vivre dans son monde d'enfant avec des jouets pour enfants, c'est de faire partie de la communauté, d'avoir la sensation d'être intégré et de contribuer. Et ce qu'on fait généralement, c'est que on isole les enfants dans le monde d'enfants et puis nous, on a notre monde d'adulte. Et donc, face à cette compréhension, très tôt, j'ai essayé d'impliquer mes enfants dans la vie de la communauté. Donc, même si c'était plus long, et ben, s'ils avaient envie d'aller mettre le linge sur l'étendoir à linge, les laisser faire, quitte à ce qu'il y a la moitié qui soit par terre. Et ça prend plus de temps, certes, mais tu développes petit à petit leur autonomie. Et aujourd'hui, ma fille qui a 4 ans et demi, elle met la table, elle range la maison, elle fait monter sa petite sœur dans la chaise haute en l'escaladant à moitié. Et tu te demandes par quel miracle elle est encore jamais tombée, elle s'est jamais cassée. Elle lui met le bavoir, elle est super fière de tout ça parce qu'elle est valorisée dans son rôle dans la communauté. Et pour en revenir aux objets, eh ben, mes enfants, ils ont toujours eu des assiettes qui cassaient, des verres qui cassaient. Et ils en ont cassé un chacun. Mais ils en ont cassé un et après, ils leur cassent plus. Parce qu'on revient à cette histoire du bruit. Casser, c'est pas agréable. Ça fait du bruit, ça fait peur, etc. Et donc, ils ont compris que le fait de jeter quelque chose par terre, ça cassait. Alors que je vois des enfants qui ont eu toujours des trucs en plastique, et à table, leur jeu, c'est de jeter les assiettes par terre, jeter les verres par terre. Moi, mes enfants, ils font jamais ça parce que ils savent que ça casse et ils ont pas envie que ça casse. Et dans la cuisine, c'est pareil. Donc pareil, ma fille aînée, elle fait donc le matin, elle mange des omelettes au fromage. Donc elle casse elle-même les œufs. Et je lui ai appris à casser les œufs. La première fois, elle a éclaté l'œuf. Elle en a mis partout. Mais après, c'est chiant d'enlever les morceaux de coquille, etc. Et donc maintenant, elle essaie de faire vachement attention de bien casser l'œuf pour pas aller récupérer les bouts de coquille. Et justement parce que je l'ai confrontée en fait à la totalité de l'expérience et de la problématique liée si elle s'applique pas, tu vois. Et donc voilà, et en même temps, comme tu dis, c'est un moment de partage. Et c'est marrant ce que tu citais aussi dans les courses sur expliquer ce qui est bon, ce qui est pas bon, pourquoi. Et donc, ma fille, quand elle va faire les courses avec ma mère, par exemple, et puis elle passe dans un rayon, je sais pas, de soda, de biscuits, elle dit ah, ça, faut pas en acheter, c'est des cochonneries, hein. Ah ouais, mais t'as des vidéos aussi où tu vois les enfants, en fait, ils mangent des légumes, puis ils aiment bien, parce que leurs parents les ont toujours cuisinés, c'est toujours agréable. C'est vrai que moi, mes parents, ils nous faisaient la cuisine, et c'est aussi pour ça que finalement, ça m'a jamais paru complètement fou de toujours avoir ma préparation dans mon assiette. Mais c'est très impressionnant. Les enfants, moi, ce qui me sidère, c'est quand ils parlent plusieurs langues. Moi, j'en suis incapable. Aujourd'hui, mon cerveau, j'arrive pas à apprendre les langues au collège, j'étais réfractaire, etc. Je te rassure, j'ai le même problème. Ouais, mais t'as des enfants de 6 ans, parce que leurs parents, il y en a un, il venait de je sais plus quelle culture, il parle espagnol, français et anglais, et tu dis, mais comment il a fait, quoi? Et en fait, ils peuvent tout apprendre, que ce soit, comme tu disais, quelques petites tâches ménagères, faut pas que ce soit ton esclave non plus, mais c'est impressionnant la capacité que tu as, ouais, à 3, 4, 5, 6 ans déjà, à faire des trucs. Et ça, tu vois, vis-à-vis des langues, j'avais eu des études qui montraient que si tu avais entendu la langue sans même l'avoir apprise, mais que tu l'avais entendue dans les 3-4 premières années, tu développais une facilité après pour apprendre n'importe quelle langue, même pas forcément celle-là. Donc c'est vraiment l'habituation de l'oreille. Et un petit hack, entre guillemets, c'est que tu sais, l'exposition aux écrans pour les enfants, c'est pas terrible. Même pour nous, hein, Oui, oui, bon. pas trop en faire, quoi. Et pour autant, voilà, c'est quand même un plaisir pour les enfants de regarder des dessins animés. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que potentiellement, pendant les 3 premières années, il vaut mieux éviter. Et puis après, tu peux commencer à l'exposer un petit peu tant que ça rentre dans un contexte global et que ça prend pas toute la place. Parce que l'une des problématiques des écrans, c'est pas que l'écran en lui-même, c'est que le temps qu'il passe à regarder les dessins animés, c'est du temps qu'il passe pas à s'ennuyer, à développer sa mobilité, sa motricité, sa créativité, à dessiner, etc. Et pourtant, à ces âges-là, qui sont vraiment cruciaux en termes de développement, c'est fondamental qu'ils passent ce temps et qu'ils aient aussi des phases et des moments d'ennui. Et donc, pour en revenir au dessin animé, tu peux les mettre en anglais, justement. Et donc, pour l'enfant, dans tous les cas, il sera super content d'avoir un dessin animé. Donc, ça va pas être une charge pour lui d'être en anglais. Et pour autant, petit à petit, ça lui apprend la langue, ça lui apprend l'accent et ça développe ça chez lui. Et comme ça, tu as une espèce de switch en mode, d'un côté, je fais plaisir à mon enfant qui a envie de regarder un dessin animé et en même temps, je l'aide à développer une nouvelle compétence qui lui servira toute sa vie, quoi. Nous, on avait. Mes parents nous ont toujours poussé à aller un petit peu dehors pour faire n'importe quel type d'activité. C'est vrai que je me suis souvent fait happer aussi par les jeux vidéo ou la télé. Et par exemple, quand j'étais, je sais pas moi, jusqu'à 10-12 ans, le mercredi matin, c'est vrai que je regardais un peu les dessins animés. En plus, il y avait l'époque Pokémon, etc. Mais après, je sais plus, c'était vers 10 heures, un truc comme ça, ma mère nous emmenait, on allait au karaté jusqu'à assez tard, je suis allé au karaté.
Donc tu avais le petit temps de loisir, voilà, le petit plaisir coupable. Et puis après, on revenait au sport. Puis finalement, comme il y avait les copains aussi au karaté, je m'éclatais toute la journée, quoi. Il y avait plusieurs activités comme ça. Donc tu vois, il n'y a jamais eu de privation en fait. Il y Ouais, avait toujours un peu de tout. Et c'était toujours une histoire de dosage. bien sûr, je suis d'accord Il n'y avait avec toi. pas d'interdit vraiment. Mais non, par contre, on regardait pas la télé toute la journée. Après, on allait faire autre chose. Pour en revenir à la nutrition, j'ai vu aussi que tu faisais des analyses de sang Absolument. régulièrement et que tu les analysais ensuite. Qu'est-ce que tu as remarqué? Que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai très peu de problèmes. Par contre, j'ai une petite forme de prédiabète, donc tu vois, c'est pour ça que ça me conforte encore dans le fait de faire très, très, très attention. C'est marrant, comme quoi, tu vois, tu dis, il y a beaucoup de, enfin, tu penses en général que le fait de faire beaucoup de sport, ça te protège du diabète, et donc c'est sûr que ça aide bien évidemment à la santé métabolique. Ne serait-ce que même le fait d'avoir plus de muscles. Le muscle c'est aussi un organe endocrine, donc il sert pas seulement à faire bouger nos muscles squelettiques, et donc et il impacte le métabolisme global et notamment la gestion de la glycémie. Mais bref, tu as Tim Noakes notamment, qui est un chercheur en physiologie du sport d'Afrique du Sud, qui a beaucoup travaillé sur l'endurance et qui a conseillé pendant des décennies à ses athlètes de manger énormément de glucides, à l'effort, mais aussi en dehors de l'effort. Et qui, après 20 ans, et c'est quand même assez rare pour aller souligner, a admis ses propres erreurs, a rétro-pédalé en disant je suis désolé, en fait, j'ai donné de mauvais conseils parce qu'il s'est aperçu que beaucoup de ses athlètes étaient devenus diabétiques. Comme quoi, l'excès de sucre, même chez les sportifs, même si ça se voit pas parce qu'ils prennent pas de poids, peut être problématique, quoi. Alors pour l'instant, je réponds très très bien à l'insuline, donc ouais, simplement que j'ai une glycémie assez élevée. Mais aussi, quand j'étais petit, tu vois, je suis né en 1992, à 3-4 ans, des fois, le goûter, c'était du Nutella dans un bol. Mais il n'y avait pas de pain, il y avait juste le Nutella dans le bol. Attention, hein. À la petite Et, cuillère. et tu sais, nous, on avait aussi ces familles où l'enfant qui mange beaucoup, c'est rigolo, c'est marrant. Tu vois, moi, je mangeais beaucoup de pâtes. Vraiment, je faisais des très gros repas parce que je me dépensais. Mais au final, glucides, 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 j'y allais beaucoup, beaucoup quand même. Donc je pense qu'il y avait peut-être ce terrain-là qu'à jouer. Après, les prises de sang, je les fais que depuis 5-6 ans, donc passé mes 25 ans, on va dire. Ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau de la perméabilité intestinale, j'avais pas été atteint par la nourriture, donc elle était encore très très bien. Après, les problèmes personnels, ça peut être à des moments avec l'ultra-endurance, justement, quand je dosais mal, ma testostérone était assez basse, maintenant elle est revenue dans des valeurs normales. Comment t'as fait? J'ai arrêté de faire du sport récréatif, du genre, tiens, cet après-midi, j'ai rien à faire, je vais faire 3 heures d'entraînement. J'ai dit non, en fait, c'est pas dans le plan d'entraînement, ça sert à rien, donc cet après-midi, je me repose. Et puis j'ai aussi eu des meilleurs apports alimentaires que avant. Comme tout le monde, j'étais beaucoup trop dans la privation. Ouais, faut faire du sport, faut pas être trop gros, faut pas manger, etc., etc. Donc c'est des trucs que tu modifies comme ça. Puis c'est vrai que quand tu as les chiffres sous les yeux, tu comprends comme ça. Tu fais ah ouais, en fait, ouais, là c'est pas bon, là. Mais sinon, j'ai assez peu de paramètres sanguins vraiment bas. Mais comme je te dis, ça fait depuis 2014 où je fais attention à mon alimentation au quotidien. Donc quelque part, c'est peut-être aussi un peu normal. C'est peut-être la récompense. Bah oui, il en faut quand même, hein. Bah ouais. Et tu fais des prises de sang vachement complètes où tu regardes aussi les vitamines, les minéraux, etc., les éventuelles Mm. carences? Les prises de sang qui sont vraiment très très complètes, donc c'est les prises de sang qui vont coûter dans les 400 €. Ça va être tous les 3 ans. Et encore là, on espace peut-être encore d'1 an de plus, parce que comme il n'y a pas de problème à chaque fois. Bon. Par contre, tout au long de l'année, je vais faire des prises de sang qui sont un peu moins coûteuses, qui vont du coup concerner moins de paramètres. Je vais en faire 2 par an, qui doivent me coûter en tout et pour tout, une fois qu'on a enlevé la mutuelle, tout ça, un peu moins de 100 €. Et ça t'a mené à te complémenter? Tu prends des compléments alimentaires? Je les prends depuis 2014, même si en 2011 j'ai eu une expérience avec des algues en complément alimentaire. C'était pas de la spiruline, c'était d'autres algues, lithotam, je sais plus ce que c'était. Mais ouais, depuis 2014, je suis sur les trucs multivitamines, puis les trucs un peu plus santé, tu vois, pour le collagène, la glucosamine, les trucs un peu pour les articulations, parce que je me dis, bon, j'ai quand même une pratique du sport qui est un peu élevée. Je pense que je suis au-dessus du sport santé, quand même, en règle générale. Donc je préfère prendre tout ça et me dire, tiens, comme ça, je pourrais continuer le plus longtemps possible. Donc collagène, glucosamine, multivitamine, c'est ça ton stack? Ouais, le magnésium le Magnésium? soir. Les oméga 3, j'en ai pris beaucoup quand j'étais en altitude.
pour justement être capable de créer des globules avec le stress de l'altitude. Mais sinon, comme je mange beaucoup de poissons gras la semaine, le reste du temps, j'en ai pas vraiment besoin. La mélatonine m'aide à régler mon sommeil par rapport à quand je suis speaker, parce qu'en fait, des fois, je me réveille à 3h du matin, des fois à 1h30, des fois à 5h. Les week-ends ne se ressemblent jamais, ça c'est le problème, il n'y a pas de régularité. Donc la mélatonine, elle m'aide par rapport à ça. Et après, qu'est-ce qu'on ajoute? Ouais, alors que la régularité, c'est vraiment l'un des facteurs principaux pour la qualité du sommeil, quoi. Et après, ça peut être ponctuellement, tu vois, je vais toujours avoir chez moi une boîte de fer et une boîte de zinc, et suivant l'orientation des prises de sang dans l'année, une fois tous les 6 mois, des fois je me dis, ah tiens là, j'ai besoin de ça pendant, voilà, quelques temps, 2-3 mois, parce qu'il faut que je remonte un petit peu la barre, puis après j'arrête de le prendre, puis on voit la prochaine prise de sang, etc., etc. Ouais, le fer, potentiellement, chez les sportifs d'endurance, ça peut être un micronutriment, enfin un minéral qui est Et assez... surtout en course à pied où tu as les chocs, ouais. Ouais. Parce que du coup, tu fais des micro-lésions et tu le perds. Ok. Pour terminer un peu sur cette overview, parce qu'on a quand même décortiqué pas mal de choses sur la partie récupération, donc évidemment il y a le sommeil, il y a la nutrition. Tu as parlé de ton protocole d'adaptation à la chaleur. Je sais pas si en hiver tu utilises un peu le sauna, le bain Non. froid, les pistolets de massage, tout ce genre de choses. Alors, le pistolet de massage, je me suis rappelé que je l'avais parce que j'ai une tension à la cuisse et j'ai dit, oh putain, mais t'es bête, Hugo, tu l'as dans le placard, ressors-le. Donc, c'est pareil, c'est un outil, tu vois, j'utilise ponctuellement, vraiment sur des douleurs clés, un besoin cible. Et par contre, 11 mois de l'année, il va être au placard. Puis là, tu vois, je me suis dit, ah, mais la tension que t'as, en fait, elle va pas être levée avec des étirements, elle va être levée avec le pistolet de massage. Donc, tu vois, je change d'outil de récupération par rapport aux besoins du moment. Le sauna, je suis pas comme Rudy, j'en ai pas chez moi. Mais, Tu sais que moi j'en ai un, d'ailleurs je crois que Rudy a acheté le sien parce que j'en avais mis un dans mon salon oui. et en fait on a l'impression que c'est un investissement hyper cher. Oui, Mais ça coûte 1000 euros. ouais, voilà, je l'ai Ouais. payé 1300, 1400 euros Ouais. et je l'ai mis dans mon salon, quoi. Mais quand j'aurai ma maison, c'est sur la liste. Mais pour l'instant, Franchement, j'ai. c'est trop Ouais. bien parce que outre l'aspect récupération musculaire, parce que tu as une vraie détente, je trouve que c'est aussi mental où tu vois, on parlait de cette surcharge, ben, j'ai l'impression que ça me lave entre guillemets de ma charge mentale, tu vois. Mm. Et je ressors, je me sens apaisé, quoi. Ouais, ben en fait, j'ai pas les infrastructures autour de chez moi, ni chez moi, donc le bain froid, je vais te répondre la même chose, je l'ai pas. Mais quand j'étais à Tignes, j'avais accès à leur spa, là où il y a tout ça. Et j'y allais, puis en fait, je faisais pas de protocole, genre froid, chaud, etc. Je me prenais pas la tête avec ça. Simplement, j'y allais. Pendant 1h30, j'avais pas le téléphone. Il y avait personne qui me parlait, parce que je préférais y aller tout seul, tu vois. J'étais dans le jacuzzi, puis au bout d'un moment, hop, j'allais un peu dans le bain froid, puis après j'allais un peu dans le sauna, et en fait, pendant 1h30, j'avais lâché prise, et je pensais à rien. Et du coup, il y avait cette détente. D'ailleurs, un jour, je me suis endormi dans le jacuzzi, donc je me suis réveillé au moment où la tête est tombée dans l'eau, et je me suis dit, ah ouais, là, Là, je Là, me suis bien détendu. là, t'as vraiment lâché prise, et c'était vraiment ce que j'avais besoin. Parce que tu vois, après, le reste du temps, il y avait les entraînements, se préparer à l'échéance, etc., etc. Et là, pendant 1h30, il n'y a pas de bruit, éventuellement d'autres personnes qui discutent un peu, mais. Et en fait, je venais pas chercher du chaud, du froid, machin, machin. Je venais chercher le calme, la décontraction, et je ressors après, j'étais vidé. Tiens, et Donc c'était un autre outil. en parlant de détente, tu fais de la préparation mentale? Et ben depuis cette année, ouais. Et alors? Alors, je fais de la préparation mentale, pas dans un objectif de compétition, parce que comme je fais de la compétition à un niveau Coupe de France depuis 2007 avec le VTT, j'ai toujours été habitué à me préparer, à être ambitieux, à essayer de battre l'autre pendant la compétition, etc., etc. J'ai fait de la préparation mentale justement pour mieux m'organiser, parce que avec les années de pratique, tu banalises beaucoup de choses, et je me suis rendu compte que des fois, je me rendais sur un objectif, les mains dans les poches, sans savoir ce que j'allais faire les 3 jours avant. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Tu fais des conneries. Donc tu t'es préparé pendant 6 mois et en 3 jours, tu as tout foutu en l'air. Ou, autre exemple typique, tu t'es préparé pour une course de 24 heures et le jour J, tu fais un peu n'importe quoi. Tu pars trop vite, tu oublies de manger, tu vois, tu fais un peu des bêtises. Et donc mon préparateur mental, Stéphane Brognard, cette année, je l'ai sollicité pour justement m'aider à organiser ma pensée la semaine en amont de l'événement. C'est comme ce matin, tu me dis, ah, c'est sympa de m'avoir accordé cette interview une semaine avant l'UTMB, etc., etc. Et je t'ai répondu, bah, en fait, c'était le créneau.
Il était prévu, dimensionné pour, et voilà, ça m'a occupé cette matinée-là. Et l'après-midi, je passe à autre chose. Mais tout est organisé en fait. Les temps de relaxation sont organisés, les temps de sollicitation sont organisés, les temps d'entraînement sont organisés, tout est organisé de manière harmonieuse. Et du coup, ça permet de dire oui à des gens, non à d'autres, parce qu'ils se greffent au dernier moment. Donc tout est organisé, carré. Et du coup, quand tu dis non à quelqu'un parce que tu as déjà prévu un emploi du temps en amont, et ben en fait, il comprend ton refus. Alors si tu lui dis non, puis en fait, tu te retrouves chez toi à regarder la télé, à glander sur ton téléphone, il se dit ouais, toi, il se fout de ma gueule. Et pareil, pendant la course, ce que je faisais beaucoup, beaucoup avant, c'était mon défaut de compétiteur, c'est que je regardais les autres. Alors qu'on est dans une course d'ultra-endurance, donc en fait, il faut se regarder soi-même. L'autre, tu sais pas ce qu'il est en train de faire. Il te double. Mais qu'est-ce qui te dit que dans 2 heures, c'est pas toi qui vas le doubler? Alors que moi, quand quelqu'un me doublait, je me disais, oh là 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 là, ça va pas, il faut que je me relance, je ne vais pas assez vite, etc., etc. Mais par rapport à qui? Par rapport à lui. Mais lui, c'est une personne sur 2500, il n'est pas représentatif. Donc en fait, il faut se focus sur soi. Et c'est assez dur quand tu as eu beaucoup d'années, donc c'est pour ça qu'on a fait 3 entretiens cette année. Et là, je commence à tenir le truc, mais il a fallu l'expérimenter sur mes 2 courses de préparation, donc le Chianti et le Lavaredo. Et effectivement, au Lavaredo, j'ai senti un certain lâcher-prise, parce que j'ai réussi à me retrouver un peu loin dans la course au départ, c'est ce que je voulais, vraiment être tranquille, facile, pas essoufflé, rien de dur, et progressivement me lancer dans la course au fur et à mesure du temps qui passait, et extérioriser complètement le fait. Par exemple, quand t'es un garçon et qu'une fille te double, il y a un truc psychologique, t'as envie de la suivre ou de la redoubler. C'est complètement stupide, parce que certaines filles sont plus fortes que certains garçons. Tu vois, c'est des schémas comme ça. Un groupe de 5 te double, pareil, tu paniques. Et tout ça, le préparateur mental m'a aidé à l'accepter et à me dire, mais en fait, que tu sois en train de doubler des gens ou que des gens soient en train de te doubler, ça n'a aucune incidence sur toi. Toi, t'es là pour être 100% focus sur ton effort. Est-ce que je cours suffisamment vite? Est-ce que je cours pas trop vite? Est-ce que c'est le moment de manger? Est-ce que c'est le moment de boire? Est-ce que j'ai encore du ravitaillement sur moi? Est-ce qu'il faut que je m'arrête au prochain ravito? Etc., etc. C'est sans arrêt en train de faire un check-up de ton véhicule, c'est comme ça qu'appelle ta personne Stéphane Brunière. Et t'es sans arrêt en train de faire le check-up justement de tout ce qui va dans le véhicule, et ça occupe ton mental. T'as un mental organisé, c'est ça qu'il dit, il faut avoir un mental organisé pour finalement ne pas avoir ce moment de flottement où... alors, bien sûr, on regarde le paysage, les gens pensent qu'on le regarde pas, mais on a le temps de le regarder, ça, c'est pas un souci. Mais ce moment de flottement où finalement tu vas te retrouver à suivre un mec, et comme l'avait fait mon frère en 2023, on avait couru 11 heures ensemble, côte à côte, les 2 frangins. Et en fait, à un moment donné, il avait délégué son effort sur moi. Donc il me suivait, parce que moi j'étais l'expert, j'avais déjà fini 4 fois l'UTMB, lui c'était sa première fois. Et il a oublié de boire pendant 2 heures. Ça peut te paraître complètement fou, mais en fait, il était derrière moi, dans ma foulée. Il s'est dit, ouais, c'est bon, on est focus, on suit et tout, je fais confiance à mon grand frère. Il n'était plus dans le véhicule, comme dirait Stéphane, justement. Et exactement, et oui, c'est vrai que tu l'as interviewé. Et il a zappé de boire. Tu te dis, mais c'est fou. Et il était parti avec moi, en fait. Il était dans mon véhicule, il était plus en train de se contrôler lui-même. Et c'est pour ça que maintenant, on va prendre le départ ensemble, mais on va pas faire la course ensemble. Alors peut-être qu'on va se croiser, tu vois, dans l'effort, ce sera possible. Et on aura un petit mot d'encouragement, bien sûr. Mais on va être chacun sur notre truc. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que déjà cet épisode avec Stéphane Brunière, Il était très très bien celui-là. Ouais. J'ai adoré son approche, il est très très intéressant. Et par ailleurs, enfin, je trouve que t'as beau savoir des choses rationnellement, en course c'est quand même jamais la même chose, tu vois. Et donc cette histoire d'être capable de te tenir à ton plan de course, à ton organisation, etc., à ton check-up personnel, plutôt que de te laisser embarquer, soit à vouloir suivre quelqu'un parce qu'il t'a doublé et que tu te dis il faut que j'aille plus vite et que j'accélère, soit à pas réussir à le suivre et à rentrer dans un schéma négatif de pensée en mode je suis pas bon, etc. Et ça, tu vois, je parlais tout à l'heure de la notion de plaisir par rapport à la perception de l'effort. Moi, je m'aperçois que quand j'ai l'impression que tout se passe bien, tout va encore mieux et je performe encore plus. Et quand j'ai l'impression que ça va pas, je commence à avoir un discours négatif dans ma tête qui rend l'effort, enfin, tout plus difficile, tu vois. Et c'est un cercle vicieux négatif. Donc tu vois vraiment que la perception de ton environnement, ta position dans la course, etc., elle est vraiment déterminante aussi, ta capacité à exprimer tes capacités. Et donc ouais, c'est vachement intéressant que tu aies réussi à bosser ça là-dessus. Mais c'est vraiment pas facile. Alors il y a peut-être des gens qui sont capables de le faire du premier coup correctement. Mais sinon, c'est vraiment pas facile. Tu vois, t'as le besoin de le tester en compétition.
Alors tu te rends compte que tu y es arrivé, mais finalement pas tant que ça, donc tu identifies justement les points où tu t'es retombé dans tes travers, et c'est au bout de 1, 2, 3, 4, 5 compétitions comme ça où tu te dis ah, ça y est, là j'y suis arrivé, ça y est. Et en fait tu le sens quand tu y arrives, tu te dis ouais, là je suis vraiment dans mon effort. Et c'est pour ça que on parle justement parfois de quoi d'expérience, parce qu'ils ont déjà vécu tellement de choses qu'ils vont pouvoir mieux s'adapter. C'est super intéressant. On aurait pu continuer sur cette partie prépa mentale, mais il nous reste 2 minutes, 2-3 minutes pour terminer ce podcast. Est-ce que tu pourrais faire un petit takeaway, proposer 2-3 choses à nos auditeurs qui pourraient emporter avec eux, qui pourraient appliquer dans leur quotidien pour être plus en forme, mieux exprimer leur potentiel ou que sais-je? Mm. Souvent, quand on veut se remettre en forme, c'est qu'on fait pas de sport et on veut s'y mettre. Et le problème, c'est que tout de suite, on veut faire 1 heure d'effort. En fait, ça n'a ni queue ni tête. Même si vous faites une petite chose, ce matin, j'ai couru 23 minutes. Tu te doutes bien que pour quelqu'un comme moi, c'est pas grand-chose. Eh bien, j'y ai pris énormément de plaisir. Donc, ce que je dirais aux gens, c'est par exemple, si vous vous mettez à la course à pied, parce que c'est mon sport, donc on parle de course à pied, mais en fait, faire 20 minutes, c'est super. Puis, la fois d'après, vous ferez peut-être plus. Faut pas vous dire, ah ouais, mais la course à pied, faut que je cours 1 heure, faut que je cours 10 kilomètres. Non, non, il n'y a pas de règle. Donc, vous avez envie de vous y mettre, vous vous y mettez. Que vous fassiez 2 ou 12 kilomètres, on s'en fout en fait. Il faut pratiquer, il faut faire. Et il faut pas se mettre de barrière. Ah, mais si je veux faire du vélo, il faut obligatoirement que je m'achète tel vélo. Ah, bah il coûte cher, machin, machin. Ben non, prenez un vélo qui marche pas très bien, puis vous verrez bien plus tard pour un autre et vous faites un petit tour. Et puis voilà. Il faut jamais se dire ah, ben je vais pas faire parce qu'en fait, il faut faire tant de choses et puis finalement, je peux pas y arriver. Pareil pour la musculation. Moi, je pensais qu'une séance de musculation, ça durait plus d'1 heure. Bah avec des kettlebells en 25-30 minutes, en fait, j'ai fait une séance. Donc, il y a pas de barrière temporelle. Chacun fait son truc. Mm. C'est ça le takeaway que je te donne, c'est chacun doit faire son truc par rapport à lui. Faut s'inspirer des autres, mais faut pas copier les autres. Cool. Et toi qui écoutes Limitless, est-ce qu'il y a un invité que j'ai pas encore reçu et que tu aimerais entendre? Ah bah, peut-être mon ostéopathe, mais qui a aussi les billes de nutrition et d'entraînement, Benoît Nave. Je pense que Ok, il est sur Annecy? ouais, il est sur Annecy en Bon, plus. bah tu Et il est rodé au podcast, il en fait tu nous un mettras depuis en peu. relation, comme ça je pourrais revenir dans ce studio. Ouais, je pense que tu vas adorer. Ouais. Bon, bah merci Hugo, je me suis régalé. C'était hyper dense, hyper riche. Je pense qu'on a vraiment décortiqué ton entraînement, ton protocole, tout ce que tu as testé. Et moi, j'adore, comme je l'avais dit en intro, mais ces personnes qui, d'une part, testent des choses, mais derrière les analysent quand même. Parce que c'est bien, tu vois, de vouloir tester plein de choses. Mais si derrière, t'en tires aucun enseignement, bah, tu progresses pas. Et toi, tu l'as fait pour chaque facette de ta vie et de ton entraînement. Et je vais continuer à le faire. Et tu vas continuer à le faire. D'ailleurs, t'as une communauté, tu as un Patreon, etc. C'est ça qui te permet de financer, je pense, en grande partie ta vie d'athlète. Et sur lequel tu partages tout ton entraînement, ta préparation, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de pas bien, sur lequel tu reçois aussi des experts, des scientifiques que tu interviews sur plein de sujets. Ce protocole de la chaleur, la lipolyse, pardon, les électrolytes, les chaussures, etc. Enfin, c'est hyper vaste, hyper dense. Ça coûte quoi 6 euros par mois? 10 euros par mois? Ouais, c'est ça, ouais. Et maintenant, c'est sur mon site internet, j'ai tout centralisé, j'ai quitté le Patreon. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, pendant 1 ou 2 ans, c'était que moi l'acteur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'échanges avec la communauté et souvent, ils m'apprennent des choses aussi. Donc, c'est vraiment, c'est sans fin, quoi. Ouais, franchement, tu as réussi à construire une très très belle communauté. Il y a combien de personnes dedans? Ah, je le dis pas parce qu'on est en Ok, France et les Français sont jaloux dès qu'on commence à gagner un peu d'argent. Donc, ok, voilà, je te le dirai en off si tu veux. Mais... pas de problème. Allez, allons manger. Ouais.